comment ça va, mes 7 mercenaires? Ah ouais? Content de vous retrouver. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine? J'ai vu Bernard Tapie. Ah oui, alors? Oui, oui. Ah bah, attends, c'est incroyable cet homme, parce que c'est vrai que c'est très violent, là, son opération, tout ça. Et plus c'est dur, plus il se bat, Ah plus ouais. il tient. Ouais. Il est très impressionnant. Hein. When the going gets tough, the tough gets going. Voilà. À la recherche du diamant vert. Je vois, ils ne l'auront pas comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. Monia? Je suis en train d'organiser mon voyage en Afghanistan et au Tadjikistan parce que le mois prochain, je fais un documentaire sur les femmes là-bas. Et j'ai eu un coup de fil assez marrant où on m'a demandé ma taille. Et moi, très naïve, je dis ben voilà, j'ai donné ma taille parce que je pensais qu'on allait m'offrir une robe traditionnelle et on m'a dit que c'était pour mon gilet pare-balles. Ah oui, d'accord. Mais ils sont prévoyants, Club Med, quand même. Voyons. Et voilà, on commence avec les unes de la semaine. Alors, Tchatou, c'est quoi votre une de la semaine? Évidemment, c'est le sujet d'actualité. Poudre blanche et journée noire, dédicace à Thierry Ardisson. Le titre, t'as vu, il est travaillé. Poudre blanche, ça me rappelle des souvenirs. Ah, tu vois, on a entendu parler des records de bouchons, on a entendu parler de la détresse des automobilistes, on a entendu parler de plein de choses de ce genre-là. Moi, je voudrais qu'on parle de ceux qu'on oublie, les fantômes, les gens qui vivent dans la rue, en fait. Je voudrais juste rappeler qu'il y a des gens qui décèdent dans la rue. Il y en a plus de 2838 qui sont décédés en 2015 dans les rues de France. J'ai entendu beaucoup de gens se plaindre cette semaine. J'ai froid. Il y a des gens qui ont plus froid que vous. Juste se dire que ça peut être n'importe qui d'entre nous. J'ai d'ailleurs le témoignage de Christian Page, dont j'ai entendu parler récemment. Il est depuis 3 ans dans la rue. Ce type-là a perdu son job 5 ans auparavant, divorce, expulsé de son appartement, il se retrouve dans la rue. Ça peut être n'importe qui d'entre nous. Et demain, on se retrouve dans cette situation-là. On est dans la rue, on nous snob, on passe par-dessus nous, on s'en fout. Il n'a pas d'hébergement d'urgence et pourtant, il a déposé sa demande depuis février 2015. On est en 2018. Il n'a toujours pas accès aux hébergements d'urgence. Donc, voilà. Essayons de donner, essayons au moins de dire un bonjour à ces gens qui sont dans la détresse. Quand on voit qu'ils ne bougent pas, regardons s'ils bougent encore. Parce que malheureusement, effectivement, 2838 personnes qui meurent dans la rue, ça fait beaucoup par jour. Très bien, très bien. J'ai juste une petite théorie plus légère sur la neige. La météo nous a promis 20 cm, on n'a eu que 10. On nous a promis que ça allait durer, Comme ça n'a le pas sexe. duré. En fait, je pense que la neige, c'est un homme comme tous les autres. C'est bien. France, votre une de la semaine. Moi, c'est Macron. J'ai envie de dire chapeau pour la Corse. Parce ouais. que aucune concession, rien. Et il arrive comme il est parti, il arrive avec chevènement, c'est déjà une semi-provocation. Il cède rien. Et même quand il cède un peu, en fait, il cède pas parce que l'exception Corse qu'il va mettre dans la Constitution, bah, il met la Corse dans l'outre-mer, c'est-à-dire dans la mer. Donc, c'est pas une exception Corse par rapport au territoire français, par rapport à l'Hexagone. Hein. Donc, les Corses aussi, il leur a rappelé autonomie fiscale, d'accord, on fait ça, d'accord, bon, vous prenez l'argent. Parce que les Corses, ils coûtent quand même cher à la collectivité, c'est-à-dire, on le sait, ça. C'est 12 € en moyenne par ménage français. Et puis, il y a aussi la TVA, tous ces trucs qui ne sont pas récoltés sur place. Donc, j'ai trouvé qu'il était... Ouais, il avait vraiment... comment dire, défenseur de la République, républicain. il dure, Moi, hein. je dis... ben, c'est bien. Je pense que les Français aussi attendent ça. Natacha. Moi, je pense que c'était consternant, c'est-à-dire qu'il a raté une occasion absolument énorme. De faire de la démagogie. Les Français sont très contents, donc il a fait de la démagogie. Il avait à se faire pardonner Notre-Dame-des-Landes, donc là, il apparaît comme ferme. Alors qu'il y avait moyen de répondre non à toutes les demandes des autonomistes, mais un non mais. C'est-à-dire que non à ce qu'il demandait parce que c'est inacceptable. En revanche, les problèmes qu'il pointe, la question de savoir, par exemple, pourquoi un jeune ne peut pas s'installer dans le village où il est né parce que ça coûte trop cher, parce que le prix de l'immobilier a explosé. Il y avait moyen de répondre qu'il fallait que la République soit davantage girondine, il avait promis un pacte girondin. Il y avait moyen de réfléchir au fait qu'il y a un besoin de démocratie beaucoup plus proche et de retour au local pour lutter contre la globalisation. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait besoin... Non, ce qui est du blabla, c'est de faire croire qu'il a été ferme. Moralité, il a affiché un mépris absolu. Il refuse de céder au braquage, puisque le braquage des nationalistes, c'est... Non, mais il y a un braquage quand même. Il y a un braquage. C'est-à-dire, ils veulent l'indépendance avec les subventions. Les Corses sont ceux qui touchent le moins les minima sociaux auxquels ils ont droit.
C'est une Moi, on adore la statistique, Corse elle est par ailleurs, bien totalement sûr, vraie. mais ils bossent, bien sûr. Et faut pas se ensuite, tromper. arriver et C'est leur un beau dire... pays, ils sont intelligents, vous ils ont une belle êtes, culture, vous êtes ça n'a rien à méchants voir. parce que vous êtes pour la fermeture Il a pas dit qu'ils alors étaient qu'il faut être pour méchants, c'est pas vrai. l'ouverture. Il l'a pas dit. Vous n'êtes pas pour le métissage, ça n'est pas bien. Pardon, mais c'est d'un mépris pour des gens qui ont quand même des aspirations, qui sont des aspirations légitimes. Pas toutes, mais certaines sont légitimes. Je trouve que c'était quand même le minimum qu'on pouvait faire et c'est pas très glorieux. Natacha, justement, votre une. Alors ma une, elle est compliquée parce qu'elle parle d'une chose qui s'appelle la rumeur. La terrible rumeur. C'est une rumeur qui était là depuis 2 semaines Oui. dans les rédactions de journaux et tout à coup, elle est expliquée par un article dans un hebdomadaire qui est paru vendredi. Un hebdo donc, qui se lance, qui s'appelle l'Hebdo et qui, pour se lancer, c'est son 3e numéro, fait un article sur des histoires qui seraient autour de Nicolas Hulot. D'un côté, un harcèlement sexuel et de l'autre, même un viol. Même si le mot n'est pas dit, c'est cela. Cette accusation, elle est là. Alors, ça me pose un énorme problème. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a une question sur le journalisme, sur la question de savoir ce qu'on cherche quand on met en avant un article comme celui-là, qui au départ parle d'un cas, celui de harcèlement sexuel, dont même la supposée victime dit que ça n'existe pas, qu'elle ne se sent pas victime, qu'elle n'a jamais été harcelée, et que donc il n'y a pas de fait. Et on part de là pour ensuite dérouler. Je suis un peu gênée. Ensuite, la question de cette rumeur qui vient se coller à quelqu'un dans une période où on sait très bien que sur ces sujets-là, l'homme qui est touché par cette rumeur portera un stigmate. Je suis très gênée par l'idée qu'on puisse aujourd'hui jeter en pâture quelqu'un et détruire tout son travail. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que Nicolas Hulot va lutter contre Monsanto, qu'il va lutter contre l'industrialisation de l'agriculture par la FNSEA, contre les pesticides, il y aura écrit sur son visage « Je suis un porc ». Quelle que soit la vérité des faits, il y a une espèce de justice de l'opinion qui se met en place parallèlement à la justice véritable. Qui fait ce journal, l'hebdo? Alors, c'est Thierry Mandon, Et d'abord. voilà, c'est un mec qui était gouvernement d'Hollande. Voilà. Hulot est allé chez Macron. C'est une vengeance, c'est une Alors, Natacha. je ne sais pas Vous s'il ne y a voyez un pas le mal, complot. mais le mal existe. Je crains que les choses ne soient plus mécaniques Bien que ça. sûr. Lorsque je disais que le déferlement électronique, hystérique, à partir de balances temporales, allait créer des désastres en chaîne, je ne suis pas suspect, moi, de connivence avec M. Hulot. Je constate simplement que nous sommes dans un système que je ne sais pas comment nous allons pouvoir arrêter, puisqu'il suffit d'une rumeur, puisqu'il suffit qu'elle se répande, puisqu'il suffit que des femmes, peut-être très bien, ou mythomanes, se contentent de se plaindre pour qu'on relaie tout ça. Nous n'allons pas pouvoir arrêter avant longtemps ce système. France, je voulais dire un mot. Parce que de toute façon, cette histoire, ça pue. J'ai pas C'est pas la compris. première histoire de ce genre. Hein. Il y en a de plus en plus. Il y en a presque 2 par jour ou 3 par jour. Et moi, ce qui m'affole dans cette histoire, d'ailleurs, Natacha l'a dit, c'est que ce n'est plus seulement les réseaux sociaux. C'était facile avant de dire la presse écrite. Mais non, la presse écrite, avec des gens très bien, apparemment, s'y met aussi, pas seulement pour faire du fric, parce que c'est l'air du temps. Alors là, on va aller, à un moment donné, vers la catastrophe. Et j'espère qu'il y aura ce retournement. Tant que c'est pas jugé, Présomption d'innocence, c'est un présomption principe cardinal en d'innocence, démocratie. présomption d'innocence, présomption d'innocence. Je me permets de rappeler que l'affaire, elle a 20 ans. Ouais. Alors, Gilles William, justement, votre une de la semaine. Je voudrais d'abord relativiser cette histoire. Je parle de la fille de Voice. Elle s'appelle Menem Ibtissem. Elle est charmante, elle est ravissante. Elle porte un turban qui cache ses cheveux. Pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, elle a dissimulé certaines idées qui sont infiniment moins jolies que son charmant minois. Elle est dans une théorie un peu complotiste, comme quoi il n'y a pas effectivement d'explication terroriste autour de l'attentat de Nice. Elle explique qu'en vérité, c'est la faute du gouvernement français. Elle entretient des intelligences avec des associations un peu radicales. Entendu. Et elle a tenté de nier, ensuite elle a tergiversé, ensuite elle s'est excusée. Donc je ne suis pas dupe de sa duplicité. Mais cela étant, il y a une hiérarchie dans l'horreur. Elle est très, très, très en dessous de Mehdi Méclate. L'ami des inrecuptibles. L'ami des Inrocks de France Inter. Elle est très en dessous même de la réalisatrice et de l'actrice principale
de ce joli film qui a été césarisé et qui s'appelle Divine, mais malgré tout, il y a la réalisatrice qui a posté des quenelles et l'autre qui postait des trucs, des dessins antisémites. Elle a quand même, honnêtement, elle a tué personne, cette jeune fille, même si elle m'inspire une sympathie très limitée. Hein. Elle n'a pas violé la loi. C'est important, la loi. Donc, vous ayant dit cela, je ne voudrais pas que ça tourne à la chasse aux sorcières. Voilà ce que je veux vous dire. Natacha. En revanche, l'exclure, c'est renforcer le sentiment victimaire de beaucoup de gens. Et je pense que c'est une stupidité. Ça, c'est de la conclusion. Raquel, votre une. Ma une, c'est contrat à durée démocratique. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout. Vas-y, enchaîne. Le contrat à durée démocratique, ce serait ce qui arriverait aux élus si nous, les citoyens, avions le droit de les révoquer Ah, c'est la grande idée, entre ça, les oui. élections. Alors cette semaine, on a posé la question aux Français sur un certain nombre d'avancées démocratiques ou de révisions démocratiques qui pourraient leur être soumises dans le cadre d'une révision de la Constitution. Et les deux revendications des Français, mais qui sont plébiscitées, 82% des sondés sont pour créer un droit pour les électeurs de révoquer un élu entre les élections. Putain, mais ça marche votre truc, Mais, alors. mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'on se plaint tous du fait que 50% des Français ne vont plus voter. Mais par contre, quand on leur demande s'ils veulent plus de contrôle sur les élus, ils disent oui, ça on veut D'accord, bien. très bien. Et du coup, peut-être que ça facilitera une société où, au lieu de juste se méfier des élus, eh ben, on les mettra sous notre contrôle et peut-être qu'on ira 100% voter aux élections, d'autant que, deuxième revendication des Français, la prise en compte du vote blanc. Évidemment, pourquoi je ne vais pas voter? Parce que j'ai pas le droit de voter blanc. Ou en tout cas, si je vote blanc, c'est pas pris en compte. Là, on dit, si je vote blanc, ça peut annuler une élection. Voilà les deux revendications des Français. Et je tenais à le souligner. Alors, on avance. C'est une bêtise. Monia Cachemire, votre une. Alors moi, ma une va faire plaisir à tous les nostalgiques des années 90. Vous savez, cette époque formidable où l'on devait rembobiner une VHS avec la cuillère avant de la ramener au vidéoclub. Les Spice Girls, grande nouvelle, se reforment. Vous savez, les Spice Girls, c'est magique. Avec Victoria Beckham. Absolument. Ah ouais. Mais oui, c'est la grande nouvelle. C'est un groupe Énorme. mythique. Les Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Bravo. Ouais. Les Spice Girls, c'est quand même, pour notre génération, c'est tout un symbole. C'est les préliminaires du féminisme avec leur fameux girl power. C'est aussi, elles ont réussi là où la politique de Sarkozy a complètement échoué, parce que c'est la première fois qu'on a vu cohabiter une noire avec une bourge du 7e arrondissement, une lesbienne et une rousse. oui, c'est vrai. Donc en fait, les Spice Girls ont aussi inventé le vivre ensemble. C'est important, on s'en rendait pas compte, mais c'est important. Donc les Spice Girls ont publié cette photo sur Instagram cette semaine pour annoncer leur comeback. Et deuxième effet qui se coule, c'est que des fans ont zoomé sur la photo. Et là, on voit en fait elles ont ajouté une nouvelle ligne à leur CV sur le petit portable. Vous voyez cette petite ligne de cocaïne. Les Spice Girls, on peut dire qu'elles ont un peu devancé les Princes du Rail. Et voilà, c'était les unes de la semaine. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille notre invité fil rouge. C'est le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est Alexis Corbière. Ça va, Alexis? Oui. Très heureux. Mais Très pourquoi heureux cette de vous chanson avoir. Pourquoi cette chanson? C'est une bonne question. Che Guevara, quand même. Excellente question. C'est pas rien de Che Guevara. S'améliore. Mais je suis pas guévariste en soi. Bravo. Ah non. Mais j'ai du respect pour ce personnage. Ah, mais c'est vous un avez peu du folklore. respect Mais pour lui.
Alors Un que personnage historique dans un pays qui s'appelle personnage Cuba. historique, mais enfin quand même qui était le boucher qui torturait les gens. Ah, allez, c'est reparti. Par rapport à d'autres pays qui sont dans la région, premièrement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, que vous le vouliez ou non, est une réalité. je connais Cuba, j'y suis allé. Et pour finir, Oui, les et gens pour sont finir, cultivés, et c'est pour vrai. finir sur Che Guevara, votre histoire, là, notamment la semaine dernière, il y a 15 jours, vous avez donné la parole à un type. moi qui m'en mais suis il est pas personnellement. Non, mais il n'est pas sérieux. Vous êtes Ah peut-être oui. au courant. Non, mais ce qu'il raconte, c'est très contesté. Il s'appelle Jacobo Machover. Oui, très bien. Il y en a même qui contestent la Shoah. Alexis Non, Corbière. non, Il y a pas de problème. Gilles William Guanadel. Ouais. Le point Godwin. La Shoah est un sujet suffisamment sérieux. Oh, On a le il y a droit. pas plus- non, il y a mais pas plus sérieux. on a le droit d'être Oui. critique par rapport à Cuba, Ben. sans pour autant ce que raconte Machover, Je qui est de comprends pas. dire que Guevara lui-même allait dans les prisons pour assassiner les gens. Ça, c'est pas vrai. Bon, Il y alors, si- était, il y allait pas, il y habitait dans la prison. Alors, ce personnage. Il dont y vous- habitait Non, alors, je vais dans vous la dire une Casa de chose. la Mer. Il est né Enfin, en c'est quelle année, le incroyable. Machover J'ai mis 100 balles Attends, dans non, le mais c'est bastard, intéressant ce que dit Golnadel. Ouais. On parle de quelque chose, la révolution est en 59, on parle des années 60, et le Machover en question est né en 57. Donc il avait 5-6 ans. Il était personnellement à 5. Mais ça a Tu continué confonds avec son jusqu'à la père. fin de Non, Fidel donc, Castro. il n'est On pas- tuait les gens dans les prisons, les homosexuels étaient massacrés. guerre. C'est un fou. La guerre, C'est c'est un la fou. guerre. La- Tout ça à cause d'une chanson. Parce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs qui ne sont peut-être pas au courant, c'est que vous êtes mariés tous les deux. Ah bon? Ah oui, ils sont mariés. Je suis désolée de te décevoir, Voilà. Gilles Et William. d'ailleurs, je Mais je dois pensais dire, que t'étais libre. et ils ont des enfants. Je dois dire que, évidemment, il y a un petit questionnaire là qui vient, qui est un petit peu, évidemment, un peu intime, un peu privé. Ouais. Mais ensuite, on va parler politique. On commence avec le bio-quiz. Vous êtes prêts? Attention. Qu'a fait Alexis Corbière quand il était enfant? Il a manifesté pour la gratuité des cantines. Il était enfant de cœur. Il a fugué pour aller voir Francis Lalanne en concert. Et il a fait une grève de la faim après s'être pris un râteau. Toutes les réponses. La lane. Non, La lane. non. Ah oui, Bah, il est enfant de cœur. Enfant de cœur, Ah bon Franz-Olivier Gisbert. Mais pourquoi Thierry, il n'a pas l'arrêt au milieu, c'est très bizarre. T'en sais rien, tu l'as jamais vu à poil. Oui, mais il a la chemise blanche. Enfant de cœur, confirmation, etc., Ah ouais. etc. Vous avez Mais- bien commencé au départ, en fait. Mais plus sérieusement, vous évoquez Francis Lalanne. Mais j'adorais Francis Lalanne Ah quand oui. j'étais jeune. Les cheveux longs, moi j'avais les Je suis cheveux pas sûr longs que ce aussi. soit bien pour vous de dire ça, même. Que trouve-t-on dans l'appartement de Raquel Garrido Lequel? et Alexis J'étais Corbière? sûr. J'étais sûr. Alors. Jamais j'aurais osé. Un bronze de Salvador Allende, un buste de Simon Bolivar, le capital de Karl Marx ou une toile représentant Lénine. Le capital de Karl Marx. Le capital de Karl Marx. Non. Aliende, non? Ils sont capables d'avoir Ah bah, c'est Lénine alors, mais Buste de Lénine, c'est pas Pinochet. bien. Aucun. Moi, je le vois bien. Aucun. Les 4. C'est le dernier. Natacha Polony. Les quatre. Attends, le bronze de Salvador, vous l'avez aussi? Non, Ouais. c'est un plat, c'est une terre cuite d'ailleurs. Ah mais ouais. moi je suis. Non, mais je suis C'est pas je suis pas un pareil. bronze. Ça n'a rien à Merde, voir. qu'on a Mais acheté à la je suis brocante. collectionneur Contrôle de fiscal petits semaine bustes. prochaine. Voilà, Ah ouais. j'en ai de plusieurs personnages, Ah, d'accord. pas que des gens. Qui a à part Allende? qu'est-ce que- Obama. Napoléon, J'ai j'espère. un Obama, Lafayette. j'ai un Napoléon que j'ai Ah, ramené bah, de celui-là, Corse, Napoléon, tu vois bien. j'ai un Lafayette, j'ai Ah un ouais. Robespierre, j'ai un Jean Jaurès. Alors attention, là c'est très important. Ouais. Là, il faut vraiment se concentrer sur une question éminemment politique. Comment s'appelait le doudou du petit Alexis Corbière? Nounours, Colargol, Pépito ou Jean-Luc? Pépito. Jean-Luc. Jean-Luc alors. Ah bah non, Colargol. alors, nous, Colargol. C'est moi qui l'ai dit. Rends-moi ma réponse. Rends-moi. Selon Alexis Corbière, qui mériterait une rue à son nom? Raquel Garrido. Une avenue, Hugo c'est- Chavez, Robespierre, Jean-Luc Mélenchon ou Amelbert? Robespierre. Robespierre, bravo. Attends, mais il n'y a pas de rue Robespierre? Il y a un métro, non, Robespierre? Non, c'est à Montreuil, dans ma circonscription. Mais c'est une belle histoire, l'histoire de la rue Robespierre. Parce qu'à la Libération, en 1945, quand il y a une majorité municipale socialiste et communiste, c'est une évidence qu'il y aura... Et il y a une place, la place Saint-Honoré, je crois que vous connaissez, Je préfère qui va Saint-Honoré. devenir la place Robespierre. Il y a unanimité du Conseil de Paris. Ouais. Et quand il y a une Parce que majorité... Robespierre habitait là. Parce qu'il que allait Robespierre habiter habitait là, etc. Et en 51, quand la droite revient, elle redébaptise
ce qui aurait dû être une place Robespierre. Et moi, je pense que, quel que soit ce qu'on pense de ce personnage, je pense que ça fait partie des Abominable, grandes... abominable. Non, mais ça fait partie des grandes figures de l'histoire de France. Oui, oui, Il y a une oui, rue Adolphe abominable. Thiers à Paris, par Adolphe, exemple. j'ai eu peur, oui. D'accord. Non, mais Adolphe Thiers, qui a massacré 40 000 communards. Il y a beaucoup de personnages dont on peut aurait beaucoup discuter. à dire. Et moi, je crains qu'on perde la mémoire de la Révolution française. Moi, j'ai été prof d'histoire. Aujourd'hui, souvent, quand je discute avec nos élèves, ils connaissent plus le nom d'un seul révolutionnaire. Ils ont plein de sang sur les mains, tous ces gens. Alors que la Révolution française, il y a des vrais héros. Bien Il y a sûr. Mirabeau, il y a Lafayette, Camille il y a des tas de Desmoulins. gens. Camille Desmoulins, qui pourtant a commencé Vous mal, êtes plus qui était formidable. 1789 Bien que sûr. 1793, en fait. Vous évoquez Oui, Mirabeau. Camille Desmoulins. Mirabeau était un corrompu notoire. Oui. Il rentre au Panthéon, il est chassé du Panthéon quand on s'aperçoit qu'il était financé par le roi. C'était un corrompu comme on fait pas. Oui, Ça peut être votre modèle, mais Robespierre, c'est l'incorruptible. Bon, moi, je préfère l'incorruptible. Alors, de quelle étiquette politique est le maire qui a marié Raquel Garrido et Alexis Et là, vous Corbière? avez des informateurs, c'est terrible. Front National, France Insoumise, Parti Socialiste, Les Républicains ou Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Parti socialiste. Non, chasse, pêche et tradition. C'est bon. FN Parti socialiste. Ah, mais non. C'est pas Ils ont vrai. mis un point d'honneur. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, c'est que Jean-François Corbière, c'est son cousin. Il est Front National, il n'y peut rien. Aujourd'hui, il l'était pas là, mais Il était villiériste déjà. hein. Il a Ouais. changé? personne n'est parfait. Mais non, mais voilà. Non, vous n'allez pas demander l'annulation du mariage non plus. Non. Il était où avant? Article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Voilà. Bravo. c'est Voilà. bien. Et puis voilà, On n'a pas Jean-François. oublié. Jean-François, c'est Jean-François. Il n'est pas responsable de son cousin non plus. tu vois. Et réciproquement. Et j'en sais pas. Enfin, j'aimerais pas là au repas de Noël, ça doit gueuler dans tous Quel les sens. objet Alexis Corbière tient-il dans sa main sur cette photo? Un exemplaire du Capital de Karl Oh Marx, là là. un pétard, Je te dis. la main de Raquel ou un cigare? Un pétard. Un cigare. La main de Raquel. Cigare, non? Oui, un cigare. Il a un côté sud-américain. Je comprends pourquoi t'as fléchi sur lui, en fait. Ouais. Le beau méditerranéen On aux dirait yeux un verts. bel, Tu un recherches bel pas Argentin. l'altérité, toi. Non, attention. Avec qui Alexis Corbière partage-t-il son arbre généalogique? Emmanuel Macron, Gilles-William Goldnadel, Marine Le Pen ou M. Pokora? Macron. Ouais. Macron. Macron, effectivement. Je réponds Et les généalogistes ont découvert en fait que vous aviez un ancêtre commun, Adam Pujol. Mais je pense sincèrement qu'à 400 ans, on est peut-être tous cousins. Mais bien Ici, entendu, oui. Non, Bah, pas moi, j'étais au Chili. Non, pas moi. alors, On était pas cousins. Non, En attendant, depuis 4 sanguin, siècles, ça pas fait une deux, carte, hein. pas un coup de fil de Macron. Il n'a pas le fond de la En famille. 1995, pour quel motif Alexis Corbière a-t-il été placé en garde à vue, puis en détention à Fleury-Mérogis? Pour avoir fumé quelques pétards, pour avoir manifesté contre Juppé, pour avoir aidé des réfugiés basques espagnols de l'ETA, ou pour non-paiement du loyer Pour l'État. de sa chambre. Les réfugiés. C'est l'État. Oui, Est-ce c'est qu'on l'État. vous a dit, ma chère amie, Moi, je suis plus rien. qu'il moi. fallait attendre la Mais fin oui, de j'en ai l'énoncé marre. pour J'ai répondre? tellement peur de perdre. C'est la bonne réponse, mais Ouais. vous ne marquez pas le point. Vous avez raison. Non, mais Il m'est arrivé la même Ah, chose. je suis obligé. Bah oui, c'est normal. J'ai été un mois à Fleury-Mérogis. Quand même, j'ai été relaxé. Hein. Et maintenant, comme parlementaire, on peut visiter les centres pénitentiaires et je compte retourner à Fleury-Mérogis. J'aimerais bien d'ailleurs aller dans la cellule où j'étais. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'univers carcéral. Tout ça m'amène à dire une chose. La mise en détention rapide n'est pas une solution. Hein. Il y a beaucoup de gens en prison qui sont là dans l'attente d'un procès. Voilà, moi, c'est pas une expérience douloureuse, mais pour d'autres gens qui n'auraient pas ce réseau militant, c'est un truc qui vous marque à vie. Alors, depuis, j'ai une attitude par rapport à ça où, attention, quand les gens vont en prison, je hurle pas avec la meute. Je dis d'abord quelle est la réalité des choses, parce que c'est des sujets sérieux. Comment Jean-Luc Mélenchon surnomme-t-il Alexis Corbière et Raquel Garrido? Mes petits lapins, mes petits chéris, mes petits cocos ou mes petites beautés? Ça, c'est vrai. Mes petits chéris, oui, mes petits chéris. Voilà, bravo. Bravo à François-Olivier Gilbert et à Natacha Polony qui sont les gagnants du Bio Quiz. Alors, pour notre invité fil rouge, j'ai 2 slogans. Vous allez me dire celui que vous préférez, Alexis. Le premier, c'est « Insoumis, sauf à Raquel ». Ou alors, Alexis Corbière, la gauche qui n'est pas de droite. Vous préférez lequel? Non, mais je vais choisir le premier, même si Raquel est
pour l'égalité entre nous deux. Très bien. Et vous avez un sampleur aussi. C'est nul. Mais attends, le roi du sampleur, Thierry Ardisson est le roi du sampleur. Tu peux pas sortir le même sampleur pour chaque Merci. invité. Quand on a un sampleur, on l'a pour toute sa vie, tu sais bien. Disons, j'adore la chanson française. Il n'y avait Oui. pas dans la chanson française un truc pour... Si, si. Sardou, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous, par exemple. Il y avait, Prochaine fois. il y avait Bouche de la MC Solar aussi. Mais non, mais il a raison. Voilà, MC l'émission Solar. s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Ils ont chacun une question à vous poser. On commence avec Franz-Olivier Gisbert. Alors, Alexis Corbière, au départ, les Insoumis, ça devait être une très très bonne affaire. Hein. Des gens sympas, jeunes, ça change. Jean-Luc Mélenchon, chef charismatique, tout le monde le voudrait. Et il y a quelque chose qui ne va pas, c'est on a l'impression que vous mettez des boulets aux pieds tout le temps, c'est-à-dire la défense du Venezuela, qui est quand même un pays épouvantable, le communisme, là, chez Guevara, tout de suite, vous allez le défendre, Robespierre, etc. Comme si, en fait, vous étiez un peu suicidaire et que vous aviez peur d'arriver au pouvoir. Parce qu'au fond, vous ne faisiez pas peur quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a le sentiment que vous commencez un peu à faire peur. Premièrement, moi, je ne suis pas du tout... On évoquait ma jeunesse. Moi, je suis profondément anti-stalinien. Mon engagement est né dans le refus des bureaucraties soviétiques, etc. Et moi, comme tout à l'heure, j'évoque Robespierre, finalement, c'est une question secondaire. Ce que je veux défendre, c'est la Révolution française. Moi, là où je vous respecte, c'est que ça me passionne qu'on s'engueule sur l'histoire de France, à condition qu'on se la transmette. Ce qui me semble le plus terrible, c'est qu'il y a un oubli général. Donc, si avec Mélenchon, vous trouvez que parfois, peut-être qu'on en fait trop, à vous de juger, moi, je crois pas. Mais là où il y a une pédagogie dans ce que nous faisons, c'est que nous réinscrivons ce que nous cherchons à faire, cette promesse d'un pays meilleur, dans l'histoire profonde du pays. Et ce pays, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il est né dans un soulèvement populaire pour mettre fin à ce qu'était un absolutisme royal. Et ça, c'est beau, parce que tous les pays du monde n'ont pas dans leur histoire et dans leur acte fondateur une révolution populaire. Eh bien, moi, j'aime la France de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, et je suis fier d'être français par rapport à Est-ce ça. que je peux jeter un petit programme? C'est dommage qu'on lui coupe la tête à Louis XVI. Bon, enfin, ça, c'est bon. Abtsatou, vous avez une question à poser à Alexis Corbière. Oui, Monsieur Corbière, j'aimerais qu'on regarde quelques-unes de vos interventions politiques et puis je vous pose ma question après. On regarde. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur aux le patients de ce député. pays. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On vous dérange? Eh ben, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Allez, bonsoir. Merci, monsieur le président Mélenchon. J'ai souvent l'impression que la politique est un cirque. Quand je vois ces images, je me le dis encore un peu plus. J'ai envie de vous demander, ces sorties romanesques qu'on peut voir, ne desservent-elles pas vos propos, votre combat, que je respecte, et surtout ne servent-elles pas à masquer la pauvreté de certains de vos raisonnements politiques? Alors, honnêtement, vous avez le droit de pas du tout être d'accord avec ce que je dis. Je comprends. Et même de trouver ça peut-être à l'arrivée pauvre. Ça me touche. Mais ceci dit, je vais vous dire, ça fait 7 mois que je suis élu. J'ai fait 658 interventions, moi, à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas le meilleur parmi mes copains. J'ai présenté et soutenu avec mes amis 2001 amendements. Donc, d'accord? Donc, on a énormément bossé. On est parmi les députés les plus travailleurs, sur tous les sujets, sur tous les ballons. De 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin, du mardi au vendredi. Avec tous les problèmes que ça pose. Donc, nous, on travaille. Après, il y a des moments, parce qu'on est dans une société médiatique, j'assume le fait. Et quelque part, ce que j'ai fait sur les pattes, montrer ce que représente 5 €, je vais vous dire un truc, j'en suis fier. Bien sûr, le président de Rugy, de l'Assemblée nationale, m'a reproché ça. Il m'a même menacé d'une amende. Et puis après, il a sanctionné mon ami Ruffin. On est sur le fil du rasoir. Il ne faut pas trop en faire. Sinon, je comprends que vous me disiez, si la seule chose qu'on a à dire, c'est des maillots de foot et des pâtes, vous êtes en droit de me dire, franchement, ça ne vaut pas un clou. Mais quand je considère
que ce gouvernement a fait un budget qui a rendu aux 100 contribuables les plus riches du pays 1,5 million d'euros. Ouais. Et qu'à l'inverse, on va taper sur les APL qui concernent les 6,2 millions de Français les plus modestes, leur supprimer 5 euros par mois, je trouve ça, je vais vous dire un gros mot, dégueulasse. Oui, mais et c'est j'ai un peu voulu démago, l'illustrer. C'est un peu spectacle, c'est un peu Oui, démago, totalement, parce que ça a buzzé. On Non, mais sait que 5 j'assume. euros, c'est Mais compliqué. s'il a besoin du spectacle, Ben, de il y a se des faire moments, comprendre. je suis fier de ce moment-là, parce que il me semble que j'ai donné de la dignité aux gens pour qui 5 euros, c'est une chose. Natacha, votre question, Alexis Corbière. François-Olivier Gisbert, vous parlez tout à l'heure des limites de votre action, ou plutôt de votre image. Moi, je pense, pour le coup, que vous avez un plafond de verre, c'est-à-dire que votre projet est de vous adresser aux perdants de la mondialisation néolibérale, de parler à tous ceux qui sont les victimes de systèmes, qui sont en train d'en crever. Sauf qu'il me semble qu'il y en a toute une partie à qui vous ne vous adressez pas. Je pense aux petits artisans, aux commerçants, aux petits patrons de PME, aux paysans. Et pourquoi ils ne peuvent pas vous entendre? Parce que je pense que ce qu'ils attendent, c'est certes une critique de la mondialisation, du libre-échange, de tous les ravages que ça peut faire en termes de mode de vie, d'industrie, d'agriculture, tout, d'accord. Mais ils aimeraient aussi entendre peut-être la valorisation du travail, de l'effort, l'idée de la responsabilité individuelle. Et ça, il n'y a jamais ça dans votre discours. Est-ce que c'est pas ça qui vous empêche de rassembler, de faire ce que vous appelez la convergence des luttes? Je suis un homme, j'ai une culture politique de gauche, mais je ne veux plus les drapeaux rouges, des machins. Ah oui. Parce que je pense que ça fait écran à la compréhension de millions de gens. Et vous avez raison qu'il y a toute une série de gens, fondamentalement, ces petits commerçants, patrons de TPE, PME, ils ont tout à gagner à ce que la France insoumise arrive au pouvoir. Parce que nous, véritablement, on est pour la relance du pouvoir d'achat qui va permettre qu'eux en profitent. On est pour une fiscalité dont eux, ils profitent. On est pour aujourd'hui un autre modèle agricole dont eux vont profiter. On le dit, on le répète. Peut-être que c'est pas assez entendu. C'est pour ça que j'enrage quand parfois on est cornérisé et caricaturé. Pardon, mais c'est pas seulement qu'ils ne vous comprennent pas, c'est aussi qu'il y a tout un pan du discours, je le disais, sur la responsabilité individuelle que vous ne tenez pas. C'est-à-dire que vous êtes en permanence sur la dimension qui est fondamentale du secours, de l'aide, de l'assistance aux plus faibles, mais à aucun moment on ne vous entend dire aussi qu'il y a parfois des gens qui abusent du système, qu'il y a parfois un système qui facilite l'abandon de la conscience professionnelle, de l'envie de réussir, et qu'en fait, il faudrait tenir les deux bouts à un moment. Oui. C'est-à-dire que les patrons sont des salauds en ne dissociant pas les petits patrons des patrons qui font vraiment des horreurs. Aussi, je vous jure, je n'ai jamais dit ça. Jamais. Vous opposez quand même très souvent les patrons aux salariés, faisant des salariés des anges, les patrons des salauds. Et moi, je me sens insultée. Moi, je suis entrepreneur et patron. Et je me dis, on n'est pas tous des salauds. Mais vous avez raison. Pour nos salariés, et on en a marre d'entendre ce discours. Mais vous avez raison. Attends. Non, mais c'est pas. Il n'y a pas les patrons. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure. Ce qui est le groupe Carrefour n'a rien à voir avec ce que paye une TPE, PME. Il y a des gens qui prennent des risques, qui mettent leur argent personnel, qui ont le goût du travail bien fait. Et il y en a d'autres, ils sont là pour faire du fric. Et ceux qui sont pas du fric, je suis pour les frapper. Les autres, ils sont fondamentalement le moteur de la nation. Ils sont utiles. Gilles William Golnadel, vous avez une question, j'imagine. Oui, j'ai une question parce que je suis resté sur ma faim il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. On a eu un autre insoumis qui s'appelle Gérard Miller. Un ami à moi. J'imagine. Homme charmant. Je reconnais qu'il est assez urbain. C'est fou, hein. Il a du papier de verre dans la bouche. Hein, il ne s'est pas donné à tout le monde. Je lui ai posé une question simple. Il a été très en peine de me répondre. Je lui ai simplement demandé, Gérard Miller, et là je demande à Alexis Corbière, est-ce que depuis 1917, où il y a eu le premier régime communiste dans le monde, où on a appliqué la théorie marxiste, est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple dans le monde où un pays dans lequel on a appliqué un régime communiste ou une théorie marxiste ne s'est pas terminé par une catastrophe humaine ou économique? Il m'a répondu simplement l'armée rouge. L'armée rouge de Staline qui nous a sauvés. Alors j'espère que vous serez un peu plus pertinent ou plus sincère. Non mais mon engagement, il était dans ce qu'on appelait le trotskisme. Bon, ça va vous faire hurler, mais c'était cette idée que la révolution d'octobre, cet immense événement du début du XXe siècle, immense événement qu'on ne comprend pas si on n'a pas en tête la boucherie de la Première Guerre mondiale, d'accord? Des millions d'hommes envoyés au massacre. Cette révolution magnifique qui a amené à ce qu'un pays où il y avait des gens profondément arriérés, où les femmes étaient quasiment maltraitées, violentées,
va mettre en place l'égalité homme-femme, des mesures de justice sociale, d'accès à l'éducation. Ça s'est transformé en un cauchemar par la suite. Un cauchemar, d'accord? Et le meilleur de la génération de ceux qui ont fait la révolution d'octobre ont été assassinés par Staline, d'accord? Moi, je suis marqué par ça. Et précisément, je n'ai pas de modèle. C'est pour ça que tout à l'heure, au bout d'un moment, ne m'enfermez pas là-dedans. Je ne suis pas militant ni adhérent du Parti communiste. Je suis profond. Mon engagement est né. Ce que vous dites, c'est quand même que vous ne connaissez pas de pays où le communisme a Non, réussi. mais c'est une réalité. Voilà. D'accord, non, mais C'est une réalité. Voilà. Mais je ne connais pas de ni le pays. capitalisme. Mais je ne connais pas de pays non plus. même. Non, mais attendez. On fabrique autre chose, c'est ça l'idée. ça va. Le monde d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, le capitalisme ne marche pas. hein. Oui, oui. Donnez-moi Enfin, la un exemple France- où le capitalisme d'accord. marche. Est-ce qu'on peut vous dire qu'on préfère vivre Est-ce qu'on peut vous dire qu'on préfère vivre en France que Mais sous attendez. l'URSS ou sous Cuba Mais Gilles, William, ou au Golnadel. Venezuela Mais non, c'est- mais enfin, écoute. Non, mais c'est pourquoi. Mais attendez. D'accord, mais Moi, c'est ça le problème. je vais vous. On Ah va bah tous si, se mettre c'est le d'accord. problème. On a 100 millions de morts inventé. du communisme, c'est quand Monsieur même... Golnadel, Ouais, on a d'abord. inventé ensemble quelque chose de nouveau. D'accord? Moi, je viens quelque part, peut-être le continuateur d'une histoire. Et vous, vous avez votre histoire. Et je pense qu'au fond de vous, même si vous faites la brute des fois sur le plateau, il y a un cœur qui bat. Et profondément, vous n'aimez pas ce monde d'injustice. Moi, j'en Il y suis en a qui convaincu. doutent, hein. Ensemble, il faut qu'on imagine un monde nouveau, notamment avec quelque chose que moi, j'ai appris par la suite, l'exigence écologique, qui fait que ce modèle économique, même si vous l'aimez bien, comme ça, pour faire le malin, fondamentalement, comme moi, vous savez bien, qu'il est en train de foutre en l'air la planète elle-même. Donc, il faut qu'on change de modèle économique. C'est une question majeure. Alors, évidemment, c'est pourquoi moi j'enrage. Si vous m'enfermez en disant « le stalinisme, regarde Corbière », moi, je ne suis pas un nostalgiste, Alexis. vous avez raison. Mais Alexis. Mais à l'inverse, si vous me vendez le fait que le modèle américain, c'est formidable, non plus. Non, mais- Donc, il faut imaginer quelque chose de Non, mais nouveau. enfin, il y C'est a- ça, la France insoumise. Tu ne m'empêcheras pas de te répondre que les Français, lorsqu'on voit le nombre de suffrages qu'ils donnent aux communistes, 1%. montrent qu'ils préfèrent une fois Communisme vivre maximum. dans un régime capitaliste que dans un régime communiste. Moi, La je réalité, pense- elle est là. Je pense que c'est très bien. C'est très bien pour vous parce que là, grâce à Gilles William Golnadel, vous êtes lavé de tout soupçon mais moi, de je suis- communisme. mais, C'est déjà stratégiquement plus Pour ceux qui intelligent. suivent la vie politique, d'ailleurs, on n'est pas communiste, c'est pas le Parti il commence communiste, à qu'est-ce me que je plaire. vous dis On est déjà alliés un peu. Ouais, quand même. Allez, chut, Monia. Alors, heureusement que je suis là pour relever le niveau intellectuel. Alexis, vous voyant comme ça, côte à côte, à côté de Raquel, ça me fait palpiter mon petit cœur sensible et ça me donne envie de jouer aux amours. Est-ce que Thierry pourrait faire ça pour moi? Bah, ce qu'il faut, déjà, c'est lancer le sampler. C'est ça. Mais Tex, tu es revenu. Tex, tu es revenu, je croyais que tu étais viré. Voilà. Donc ça va être très simple. Je vais vous poser des questions. Je vais voir si Raquel vous connaît si bien. Quel est le premier job étudiant d'Alexis? Et ensuite, on compare les réponses. Mais Raquel, non, mais vas-y. Bah, moi, les récolter le maïs, ensuite les melons et ensuite faire pion. Serveur dans Ça un... va dans un café. Voilà. Ah oui, bah d'accord, mais ça c'est quand il était grand. Deuxième question. Ceux qui l'adorent manger. Oh là là, ça va mal, là. Du maïs encore. heureusement, vous ne faites pas les vrais amours sur Votre France jeu 2. est terrible. Oh, le voyage à Djerba, hop sous le nez. Natacha et Perico vont frissonner. Ouais, non, mais c'est Pas de cuillère. Et la n'est dernière pas bon pour question. Hommage à Paul Bocuse, hein, on est avec toi, mon pote. Raquel cuisine bien. Oui, bah, t'es pas très moi, je suis reconnaissant. nul. Hein. Dernière question. L'objet qui l'emmènerait avec lui sur une île déserte. Mais non, faut lui dire combien de fois par semaine ils font du sexe. Non, mais ça Pour voir non. s'ils disent la même chose. Pour voir s'ils disent la même chose. C'est ça qui est Absatou. Un peu de dignité quand même. On va poser la même question à Absatou, elle va prendre. L'objet qu'il aimerait emporter avec lui sur une île déserte. sextoy. Un jour, elle en a ramené un à la maison. ouais. Après votre émission. En bois. Bien sûr. Alors Ça va être une galère pour C'est bon Raquel. ou hein. pas? Bibliothèque. Bibliothèque. un Allez. livre. Bon, mais Ah, voilà, mais vous êtes d'accord c'est sur bien. ça. Vous sauvez l'honneur. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Maintenant, je crois qu'il faut faire plaisir quand même à Alexis qui s'est prêté au jeu et arrêter avec cette chanson sur Che Guevara. Ah oui, au mieux écouter Sardou, franchement. Combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Moi, c'est pas une blague, hein, parce qu'évidemment, Sardou a des convictions aux antipodes des miens.
Mais je trouve qu'il y a des paroliers, Pierre Delanoë ou d'autres, qui sont magnifiques. Ce type a chanté des chansons à la maladie d'amour qui sont extraordinaires. Les lacs du Connemara, Et Lac du Connemara, c'est génial. Si Ricard n'était pas là. Ah oui. Non, mais il a chanté des folies, mais cette conviction, par exemple, il a chanté Je suis pour la peine de mort en 80, c'est un truc de dingue, horrible de mon point de vue, mais il a chanté Danton. Robespierre n'était pas contre. Hein. Non, mais moi, ce chanteur engagé de droite, avec des paroles quand même, moi j'aime bien. C'est bien, ça Et le bonhomme, il est ce qu'il est. Je suis allé le sectaire. voir en concert, il a plus beaucoup de voix, mais ça reste. Non, mais c'est vrai. Mais c'est beau quand même, et puis voilà. Et cette chanson est une chanson anti-stalinienne. Il a eu son semblera. Quelle est votre question, Alexis Corbière? Eh bien, qu'on je mange reste ce soir dans le thème. Tu es marié depuis 20 ans, tu vis depuis 20 ans fidèlement avec la même femme. C'est toi qui le dis. Ça, c'était qui dit. Hein. Avec cette femme, une seule femme, tu as eu 3 filles auxquelles tu enseignes scrupuleusement à l'occasion de toute fête entre amis ou vacances les chansons de Michel Sardou. Ma question donc est la suivante. Sous tes airs insoumis, tu serais pas un peu réac? Ah, très bonne question. Oui, bravo. Très bonne question de Raquel. Mais si être réactionnaire, c'est transmettre une histoire, une culture, je suis réac. Parce que je pense que malgré tout, le progrès, le monde nouveau qu'on va construire, on le fera aussi avec les matériaux de l'ancien monde. Et notamment cette culture, la culture française, la chanson française. Je peux peut-être apparaître comme un con, bien sûr c'est sympa les chansons anglophones, tout ce que vous voulez, mais il faut défendre la chanson Je française. suis d'accord. Alors Tom, votre question. Oui. Est-ce que vous avez une question pour Alexis Corbière? Alexis, vous le savez évidemment, donc Rachel Garrido est avec nous tous les dimanches. Donc du coup, tous les dimanches soirs, vous êtes peinard. Donc là, du coup, vous êtes avec nous ce soir. La question que je me pose, c'est du coup, votre maîtresse, elle est avec qui ce soir alors No comment. Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies. Et inversement, c'est le fake no fake. Alors, sujet de ce soir, qui dit nouveau président dit nouveau portrait officiel. Seul ombre au tableau, celui du président Macron, a coûté la bagatelle de 3 millions d'euros. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. L'installation du portrait officiel du président de la République, c'est une tradition respectée à la lettre par les mairies. Tous les 5 ans, c'est la même chose, mais cette année, il y a comme une ombre au tableau. La taille du portrait du président fait polémique. Et pour cause, celui d'Emmanuel Macron est plus grand que ceux de ses prédécesseurs. Emmanuel Macron nous demande de faire des économies, toujours plus d'économies. On en est à 13 milliards d'ici 2022. Et à côté de ça, on est obligé d'acheter un cadre neuf pour mettre sa photo parce qu'elle fait 5 cm de plus que celle d'avant. Quelques centimètres donc qui font toute la différence pour cet élu. Alors à 77 € le cadre plus la photo, multiplié par 36 000 communes, ça nous fait pas loin, même un peu plus de 2,7 millions. Comme d'habitude, les collectivités s'adapteront. C'est un élu de Seine-et-Marne qui a alerté au sujet de cette dépense conséquente pour le portrait officiel du président. Selon le fournisseur qui impose ce tarif, les préfectures envisagent d'envoyer gratuitement un exemplaire du portrait du chef de l'État, de quoi alléger un peu le coût de cette coutume républicaine. Voilà, alors le portrait officiel du président Macron a-t-il coûté 3 millions d'euros aux mairies? Fake, no fake, Natacha Polony. Je pense que s'il y a scandale, c'est de savoir si le cadre qui est acheté est vraiment made in France, c'est-à-dire est-ce qu'il a créé de l'emploi en France et est-ce qu'il est... Voilà. À part ça, je pense que non, c'est faux. Non, je pense que c'est faux aussi. C'est 77 €, ça fait très très cher le cadre. Raquel. C'est vrai. J'ai entendu parler d'un maire qui, pour faire des économies, s'est dit « je vais juste découper la photo en bas plutôt que changer le cadre ». Et il se trouve qu'on lui a dit que c'était un outrage à chef de l'État et qu'il était passible d'une sanction pénale. Bien sûr. Donc le gars, il est allé acheter... C'est un jeu, c'est pas de la politique. Alexis, vous pensez que c'est bidon? Moi, je pense qu'il y a 36 000 communes et je pense que reporter à
Oui, je pense que c'est vrai. C'est une drôle d'idée de changer le format du truc. Mais non, mais c'était Hollande qui était passé déjà au carré, au format un peu... Non, mais c'est vrai. Sarkozy, il était en normal. Mais il était plus petit, Hollande. Fogg. Moi, je pense que c'est vrai, mais pour des raisons un peu différentes. C'est que le type, là, le maire adjoint, c'est pas un acteur, c'est impossible. Et c'est tellement bien fait, tellement bien dit, ou alors ils ont trouvé un acteur génial qui joue les maires adjoints. Donc c'est vrai. Moi, je pense que les cadres sont jamais à 77 €, mais à 77,45 € ou 90. Et c'est exactement la même chose pour les impressions, ça finit même par des 3 centimes. Donc multiplier, ça peut pas faire 3 millions. Et si on me donne pas l'addition qui montre qu'on fait 3 millions, de toute façon, je dirais que la prod nous a bluffés. C'est faux. Non, mais ça l'embête. Alors, je t'explique. Un, ça l'embête. Donc, rien que pour ça, je veux dire que c'est faux. Deuxièmement, je connais assez bien le système médiatique. Un tel scandale aurait eu l'exclusivité avant Monsieur Simon. Mais qu'il est prétentieux. Monsieur Simon. Je pense qu'il y aurait eu, on aurait déjà mais oui, dans le monde malveillant dans lequel nous vivons, je pense qu'on en aurait déjà glosé. Ça fait 2 fois que tu fais le coup de... Vu que je suis pas au courant, c'est pas vrai. Et la dernière fois, tu t'es fait... Attends, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'avoir jamais perdu à ce jeu. Je prétends que c'est faux. Bien. Et vous? Moi, je pense que pour faire des économies, il faudrait que tous les maires aient la photo d'Emmanuel Macron en fond de portable, en fond d'écran. Et je pense que c'est vrai. Alors ça, Stéphane, égalité parfaite. Il est vrai que le portrait d'Emmanuel Macron est plus grand que celui de son prédécesseur. Mais oui. Mais les maires peuvent découper le portrait pour les faire tenir dans le cadre. Ah. Et ils peuvent même, je dirais, l'accrocher sans cadre. Ah d'accord. Donc c'est faux. C'était faux. J'ai gagné. J'ai gagné comme à chaque fois. Il a gagné. À chaque fois, je gagne. Madame Zeu. J'avoue. Je crois qu'il y a une obligation que dans toute salle des mariages, Ah oui. il y a le portrait du président de la République, qu'à l'occasion du mariage, les portes soient ouvertes. L'assassin de service. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se fâche. C'est Golnadel. Bien sûr. Alors, comment gérer le retour des djihadistes sur notre territoire? Pour en parler, Gilles William Golnadel est sur le pied de guerre. Mais pour le moment, la balle est dans le camp de Stéphane Blakowski. On regarde. Cette semaine, Gilles William, vous êtes remonté contre la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, ce tribunal international qui siège à Strasbourg vient de condamner la France à verser 4 000 € à un terroriste algérien qui voulait faire sauter la Tour Eiffel. Dit comme ça, on croirait une fake news ou une blague d'Hugographie, et pourtant, c'est la vérité. En 2006, notre terroriste a été condamné à 7 ans de prison assorti d'une interdiction de territoire. Après avoir épuisé tous les recours, il sera finalement expulsé en février 2015. Juste après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Oui, mais voilà, la Cour européenne des droits de l'homme s'inquiète pour notre djihadiste. En effet, Amnesty International accuse l'Algérie de torturer les terroristes lors des interrogatoires. Du coup, la Cour a condamné la France. Vous avez beau être avocat, Gilles William, ça vous énerve quand la justice protège des djihadistes alors que la menace terroriste est à son comble. En effet, selon un article du Guardian, Interpol aurait signalé en novembre dernier l'arrivée d'une 50aine de djihadistes tunisiens sur les côtes italiennes. Alors, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour s'inquiéter du sort des djihadistes françaises détenues par les Kurdes en Syrie? Et pourtant, la justice va devoir trancher. En effet, leurs familles ont porté plainte pour exiger qu'elles soient rapatriées afin d'être jugées en France. Faut dire qu'en France, elles ne risquent pas la peine de mort. Et puis, selon leur avocat, il ne faut pas oublier que certaines ont des enfants. On ne peut pas accepter l'idée que ces enfants payent le prix des erreurs de leurs parents. Pour le gouvernement, la question est délicate. Officiellement, il prétend faire confiance aux tribunaux kurdes et irakiens. Et pourtant, la ministre de la Justice a déjà prévenu que si un djihadiste français était condamné à mort, elle interviendrait pour tenter d'empêcher son exécution. Que voulez-vous, Gilles William? Après tout, la France est la patrie des droits de l'homme, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, merci à Stéphane Blakowski. Alors, Gilles William Golnadel, voilà. Là, c'est grave. Thierry, comme dit le chanteur occitan, est-ce que ce monde est sérieux? Ou plus exactement,
est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme est sérieuse? Parce que dans cette affaire, où la France a été condamnée, à aucun moment elle n'a attenté ni à la loi nationale, ni à la loi internationale. Elle a simplement viré vers l'Algérie un terroriste islamiste avec célérité. Et le seul problème, c'est la préoccupation. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, écoutant l'ONU et certaines ONG, est préoccupée du sort des terroristes islamistes en Algérie. Mais peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme aurait pu demander un rapport au même moment à la France pour savoir quel était le sort des civils français innocents en 2015. Parce que le sort des civils français innocents en 2015, Thierry, il était extrêmement préoccupant puisque la France était à feu et à sang en raison de l'action des djihadistes. Et alors, à propos, parlons des djihadistes et parlons des djihadistes français. Il y a une petite musique maintenant un peu mélodieuse en France où on se préoccupe du sort des djihadistes français en Irak comme en Syrie parce que dans ces pays, il est prévu dans l'arsenal judiciaire de ces pays la peine de mort. Alors, vous allez me trouver, Thierry, sans doute un peu sans cœur, mais je vous le dis très franchement, pour moi, ces djihadistes français, ce ne sont pas des compatriotes. Parce que ces traîtres, de mon point de vue, auraient dû être déchus de leur nationalité, Hollande avait raison, de leur finalement. nationalité française. Donc je vous le dis moralement, vous allez peut-être me trouver véritablement sans cœur, mais moralement, je ne me préoccupe pas plus du sort de ce djihadiste en Irak ou en Syrie que je ne me préoccupe du sort, par exemple, d'un trafiquant de drogue iranien qui encourt lui aussi la peine de mort dans son pays. Permettez aux mécréants qui vous parlent de méditer, vous, l'homme de foi, sur ce principe du Talmud qui guide depuis toujours ma réflexion. Celui qui donne la pitié aux méchants fait tort à l'innocent. Alors, je vais juste vous poser une question. Comment ont été traités les Français qui, pendant la guerre, ont combattu dans la Légion des volontaires français? On les a fusillés. Voilà. Et je ne sache pas qu'on pleure cruellement sur leur sort. Pas du tout. Je peux juste rajouter quelque chose. En début de semaine, au moment de l'ouverture du procès de Salah Abdeslam, Libération a publié une interview de Sven Marie, un des avocats de Salah Abdeslam, qui évoquait le fait que son client était un nul, etc., et qu'il avait connu des djihadistes quand même d'une autre trempe. Et il en citait un, il disait, voilà, j'ai défendu Abdelkader Hakimi, qui est donc un de ceux qui a participé aux attentats de Madrid le 11 mars 2004. 191 morts, 1858 blessés. Hein, une horreur, le pire attentat sur le sol européen. Eh bien, Abdelkader Hakimi, disait-il, a été condamné à 8 ans après un procès en 2006. Donc il est sorti, puisqu'il s'occupait de la logistique. C'était rien du tout, la logistique. Et d'après Sven Marie, donc son avocat, il est aujourd'hui en Syrie, où il a fondé une école de combattants. Voilà, donc je pense qu'on peut s'interroger sur la capacité de la justice à traiter les problèmes. Alexis Corbière, quel est le sort que nous devons réserver à ces Français? S'ils viennent en France, les arrêter. Et après? Actuellement, il y a à peu près 300 Français qui sont allés en Syrie ou Irak, qui sont revenus en France. Il y en a 130 qui sont en prison. Et tous, dès qu'ils arrivent sur le territoire français, sont entendus par les services de police, évidemment. Et il le faut. Il faut donner des moyens pour ça. 130 sont actuellement en prison, 170 sont en liberté contrôlée. Et on estime qu'il y a 700 à peu près en Français qui sont à l'étranger pour mener cette guerre du djihad. Et je crois qu'il y a 500 enfants, 1200 personnes. Si, moi, mon opinion, ils se présentent pour revenir en France, il ne faut pas les expulser, il faut les arrêter. Parce que moi, j'aimerais pas, par exemple, que l'Espagne ou l'Allemagne, s'il y a des terroristes, les expulsent vers nous. Les types sont dangereux. Il faut qu'on les écoute. Après, il y a un sujet sérieux que pose Gilles-William Gonadel. Moi, je vais vous dire, je suis contre la peine de mort. Même pour les salauds. Je vais dire un truc à côté de Raquel. Si un salopard assassine une de mes filles, j'aurais envie de le tuer. Mais
la justice doit faire qu'il soit condamné. Et je ne suis pas pour la peine de mort. Moi, j'aurais envie de mes mains. Non, mais j'entends bien. Les types qui reviennent en France, il faut qu'ils soient entendus par nos services. Ceux qui ont porté les armes, coffrés. Là-dedans, il y a peut-être des gens qui sont allés par amour là-bas, ou j'en sais rien. Il y a des gamins. Enfin, on ne peut pas être dans ce discours, dans un simplisme. Alexis, est-ce qu'on doit aller les chercher? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez légitime que les familles disent c'est à l'État français de les sortir de là, alors qu'ils ont tué des Syriens, des Irakiens, et que la règle, c'est que si nous avions un terroriste étranger qui vienne commettre un attentat chez nous, nous voudrions qu'il soit jugé Bien chez sûr, nous. oui, oui. Là, ils ont massacré Bien sûr. des gens en Syrie, en Irak, ils leur ont fait vivre un calvaire. Est-ce que ce Peut-être. n'est pas légitime qu'ils soient jugés là où ils ont commis leurs crimes, là où ils ont fait du mal, et là où il y a les preuves? Alors, je répète, si dans le pays dans lequel ils vont être jugés, il y a des vrais tribunaux, enfin une vraie justice, ils doivent être jugés dans le pays là-bas. Maintenant, je vais dire un truc qui va vous déplaire, c'est que comme je suis vraiment profondément contre la peine de mort, si dans le pays où ils vont être jugés, il y a la peine de mort, ça ne me choque pas que la France cherche à récupérer les gens pour les juger en France. Voilà. Enfin, Voilà. Même si le type est une ordure et que peut-être dans le pays dans lequel il serait jugé, il serait condamné à mort, Là, je pour le continue coup, à penser la- que malgré tout, comme il est citoyen D'accord, on a français, compris, voilà, ça c'est tout. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand Natacha a raison, ils vont être en prison. Tu as raison, on va leur faire quoi en prison? Mais moi, quand j'entends qu'Abdeslam, il a une salle de sport, qu'il est dans une. Mais si, si, dans les prisons, ils ont des téléphones, ils vivent en fait plutôt correctement pour des gens qui ont enlevé la vie à d'autres. Non, Donc, enfin, donc il faut juste, à mon avis, durcir les peines pour que les familles des Et les victimes sentent rallonger, aussi. enfin pas les rallonger. Mais les rendre incompressibles et jusqu'au bout. Qu'il soit pas possible, pour bonne pour pouvoir conduite, dire, ben oui. de pouvoir sortir au bout de 10 ans. Marie Fogg, un mot. Moi, je suis contre la peine de mort, bien entendu. Cela étant, je pense que la position qu'on peut dire hypocrite, mais qui n'est pas hypocrite, en fait, parce qu'elle est courageuse, dans son livre avec les journalistes du Monde, François Hollande disait d'ailleurs qu'il y avait plus ou moins organisé des opérations homo. Et je pense que ces gens-là, ils doivent rester là-bas. Ils doivent rester là-bas. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Quoi, par derrière, une balle dans la tête. Pas par derrière, en général, ça peut se faire par devant, mais je veux dire, il y a des professionnels qui font ça. L'idée que, voilà, ça va se passer gentiment, c'est un peu le monde des bisounours. Ils vont revenir, on va leur faire des procès, on sait très bien qu'on va pas s'en sortir comme ça. Enfin, c'est un drôle de paradoxe. Soyons, de laissons-les. justifier la justice expéditive par rapport à une justice où le type aurait sa et- chance et- avec la peine et de c'est mort. très naïf, c'est juste très naïf de penser que des morts préventives empêchent d'autres morts derrière. Je dis simplement que quand on a supprimé la peine de mort, on n'est pas passé de l'ombre à la lumière. C'est un peu plus compliqué que ça. Après, d'accord. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Et voilà. Alors, Alexis Corbière, le plus grand supermarché du shit de France, se trouve dans votre circonscription. Faut-il légaliser le cannabis? Réponse après la pub, évidemment. Dans la deuxième partie des Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absatoussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel, Tom Villa et ce soir, face aux 7 mercenaires, Alexis Corbière. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre avec notre invité fil rouge, Alexis Corbière. Alors, il y a 2 semaines, Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, a allumé la mèche en annonçant un plan de restructuration. 2400 postes seront supprimés et 273 magasins de proximité sont menacés. Tandis que la situation s'embrase dans les rayons, Alexis Corbière est allé prendre la température au magasin Carrefour de Montreuil. En regard. Bienvenue à Montreuil. C'est ma circonscription et tous ceux qui habitent en région parisienne savent que la porte de Montreuil, quand on arrive, c'est le grand Carrefour. Et on va y aller aujourd'hui parce qu'il y a un rassemblement syndical. Le rassemblement, il est à l'intérieur.
Et on va voir un peu ce qui se passe. On va essayer de parler avec les salariés puis voir un peu la tonalité générale. Les salariés de Carrefour ont participé à la fabrication de richesses. C'est un groupe qui fait des bénéfices. La part qui a été reversée aux actionnaires n'a cessé d'augmenter. Il est aujourd'hui scandaleux qu'il y ait 2400 personnes au moins qui se retrouvent sur le carreau. Donc pas touche aux emplois. On va les faire reculer, j'en suis convaincu. Merci à tous. Et ton boulot, c'est quoi, toi? Je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Voilà, tout à fait. Et ça fait qu'on a vraiment peur pour nos places. On ne sait plus, après, on arrive à un âge où on ne peut plus être reclassé. Voilà, je suis maman de 3 enfants et franchement, je suis vraiment très inquiète. Je sais pas combien tu touches si tu veux le dire, mais franchement... 1100 € par mois au bout de 20 ans de travail. Voilà, 20 ans de boîte, 1100 € par mois. Putain, sans déconner. Aujourd'hui, c'est dur, quoi. 20 ans de boîte. Et Monsieur Bompard, bon, ça va, il gagne 10 millions d'euros par an. Hein. 10 millions d'euros. Donc ici, il y a des écarts de salaire entre les plus bas salaires et le patron de 1 à 800. Nous, on dit, au moins, nous, on est pour un écart de salaire de 1 à 20. S'ils veulent des gros salaires là-haut, tout le monde augmente. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. C'est le premier employeur privé de France, je crois, Carrefour. Ouais. C'est une inquiétude forte quand il y a un plan comme ça qui est annoncé. C'est surtout que c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire on veut donner des gages aux actionnaires et donc on supprime des emplois. Malgré que le groupe gagne de l'argent, vous le savez, malgré que déjà, pour l'année dernière, les actionnaires vont toucher 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Monsieur Bompard, vous venez à Longueuil, je vous invite, on prendra un café. À 1300 € par mois, dites-moi comment on vit. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on survit à Carrefour. Pour un groupe qui brasse une pompe à fric, Carrefour. Voilà. Alors, payez vos salariés décemment et après, on pourra peut-être discuter. Bah, le mot de la fin, c'est Monsieur Bompard, reculer, quoi. C'est pas tolérable. Entendez ce qui se passe. Et si en plus, Monsieur Bompard avait la mauvaise idée de s'entêter, il doit rendre l'argent. Parce que l'argent public qui lui a été accordé, il n'est pas à lui. Il est à nous tous. C'est la collectivité qui a fait le choix du CICE, des baisses de cotisations. Moi, j'étais pas d'accord d'ailleurs. Mais il ne peut pas licencier et profiter d'argent public. Il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que si les gens qui sont devant leur téléviseur ne se rendent pas compte de l'injustice que c'est, à quel point c'est scandaleux ce qu'on vient de voir, bah, qu'ils n'ont qu'à fermer le téléviseur et regarder autre chose. Parce que franchement, c'est même pas la peine d'argumenter là. Là, il n'y a même rien à dire sur ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc si quelqu'un autour de cette table est capable de défendre Bompard, j'attends avec impatience. Mais il manque un point. J'attends avec impatience. Il manque un point, Thierry. C'est qu'on a assisté dans les années 50, 60 à la mort du petit commerce, tué par les grandes surfaces. Hein, c'est ce qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, on assiste à... C'est pas la mort des grandes surfaces, mais enfin, elles paniquent parce qu'effectivement, un peu partout dans le monde, il y a la vente sur Internet, il y a Amazon. Georges Plassa, qui a dirigé Carrefour, il est parti avec un paquet de pognon. Je ne sais pas combien il a pris, il a dû prendre au moins 10 millions d'euros. De toute façon, c'est ce qu'il gagnait par an, le mec. Il s'en va. Il a une retraite chapeau de 500 000 euros par an jusqu'à la fin de ses jours. Et ces gens-là, ils gagnent 1100 euros. Non mais... Il ne faut pas se raconter d'histoire. Là, c'est Carrefour, demain, ce sera une autre grande surface, et après une autre. Et c'est sur cette question qu'on doit s'interroger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? La robotisation générale, personne dans les magasins, ce qui est le monde dans lequel nous allons. C'est que Carrefour indemnise ces gens. Comme ça a été fait dans beaucoup de métiers. Ça a été fait dans jusqu'à la fin de leur jour, décemment. Moi, je suis désolée. OK. Je comprends la détresse de ces gens. Moi, je suis fille d'ouvrier. Mon père a gagné le SMIC toute sa vie. Donc, je ne vais pas vous dire que je ne comprends pas. Seulement, on cible les mauvais coupables. Quand vous dites Bompard, qui refuserait de prendre le chèque qu'il prend?
C'est le principe. Non, mais attends, toi, ok, je te défie. Hein. Moi, j'attends de voir quand on va te poser des paquets de fric et que tu vas dire. J'ai eu l'occasion de pour gagner avoir beaucoup travaillé. plus Attends, mieux mais ma c'est vie pas et- ça. C'est pas- C'est pas le problème, c'est pas le sujet, s'il te plaît. Le vrai responsable, ce sont les actionnaires, parce que le PDG, quand il est là, il doit appliquer la stratégie qui a été actée et validée par les actionnaires. Donc, ce sont les actionnaires qui demandent à ce monsieur d'appliquer une stratégie. Il ne peut pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas dire que c'est juste ce type qui est responsable de tout ce qui est mis en place. Arrêtez avec ça. Natacha. Je pense qu'en effet, c'est un système, bien sûr que Franz a raison de dire que nous allons vers une numérisation. Alors, pour ne pas aller vers ce monde-là et pour que ce ne soit pas une fatalité, d'abord, en effet, il faut lutter contre la toute-puissance de ce genre de multinationales et qui a tué le petit commerce. Il n'est pas fatal d'accepter qu'on va aller dans des magasins où il n'y aura personne et où ça créera aucun emploi. Mais ça nécessite des sacrifices. Macron reçoit les grands patrons, c'est typiquement l'occasion, plutôt que de leur servir des cocktails et des champagnes, de leur dire qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de choses dans un pays qui souffre autant du chômage. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une éthique aussi à avoir. Et c'est au président qui a accès à ces gens-là de parler. Personne n'a accès aux parler, c'est de actionnaires. prendre des mesures et de aussi prendre des mesures. pour favoriser le retour de petits commerces. Si on Je vous rappelle accepte quand le même, libre-échange, je vous on rappelle, accepte ça. Natacha, que c'est la zone libre d'Alexis Oui. Corbière. Alexis, à vous. Non, mais moi, je suis très ému par, y compris vos réactions. C'est important. Déjà, quand on est député, on est privilégié par rapport aux autres. Et je disais tout à l'heure, le fait d'avoir montré les courses, 5 € dans l'hémicycle, pardon, je suis ému. Mais ça aussi, le fait de défendre, moi, ça m'a touché. Et pardon, je suis ému par ce reportage. Ce qu'il y a de scandaleux, parmi tout ce que vous avez dit, c'est qu'en plus, avec le CICE, les baisses de cotisation, par rapport au nombre d'emplois qu'ils vont supprimer, ils touchent l'équivalent de 150 000 € d'argent public. D'accord ? Ouais. C'est ça qu'il y a de fou. C'est que, moi, j'étais pas d'accord, je le dis dans le reportage, mais on a dit, on va baisser les cotisations, machin, pour créer de l'emploi. Ils ne l'ont pas fait. Et par rapport à ce qu'ils ont touché, 400 millions d'euros par an d'aide. Le CICE. Voilà. Les petites boîtes C'est-à-dire l'ont que, fait. voilà. Mais Absatou Elles ont aussi créé- a raison sur un aspect. C'est que tout à l'heure, Natacha Polony m'interpellait. Moi, je suis prêt à discuter du fait que les petits patrons, ils aient une fiscalité différentielle pour les aider. Mais eux, lui, là, Carrefour, qui fait un groupe de bénéfices records, il le dit Martinez, qui reverse à ses actionnaires. Les mecs, on est passé de 4% des richesses produites aux actionnaires à 9,5%, même si les bénéfices baissaient pour maintenir le rendement donné aux actionnaires. Ils ont continué à presser. Les mecs se faisaient chier 35 heures, 38 heures, 40 heures par semaine, voire même plus. Donc ça, c'est pas tolérable. Que déjà, les gars, ça licencier. Je suis pas d'accord. Deuxièmement, s'il y avait ces licenciements, il faut qu'ils rendent le pognon public. Parce que cet argent, on en a besoin. On lui a donné pour qu'il crée des emplois, on lui a pas donné pour qu'il licencie. Donc c'est ça qui me met en colère. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas le modèle qu'on veut, Carrefour. Parce que ça a été dit, c'est la malbouffe. C'est ceux qui fixent des prix. C'est des gangsters vis-à-vis de nos agriculteurs. C'est eux qui fixent le fait que les mecs qui produisent du lait, ils vendent à perte. Il faut tout repenser. Ouais. Mais il y a une chose sur laquelle je ne lâcherai pas. C'est que c'est pas aux caissières, c'est pas à Vincent qu'on a vu, c'est pas aux dames qui disent à leurs 4 mômes qu'elles doivent faire les frais. Ça, c'est pas possible. Parce que si on accepte ça... A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors, le gouvernement souhaite mettre en place un système d'amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis. Mais est-il si facile de s'en procurer? Vous connaissez le supermarché du Chute à Bagnolier? Ça s'appelle C'est chez au Mathieu cœur Madénian. Il y en a à de la Marseille. circonscription d'Alexis Corbière. C'est Il a une com stupéfiant. dessus, non? C'est la preuve par l'image. On regarde. La frappe, le produit préféré des clients. De la résine de cannabis ultra concentrée, vendue entre 6 et 8 € le gramme.
Merci beaucoup. C'est quoi ici? Chez tes bleus? D'accord. Les bons jours, ce lieu de deal enregistre un chiffre d'affaires de 70 000 euros, net d'impôts. Et ici, tous les clients sont les bienvenus, sans exception. Oui, bien servi sur place. Elle est bonne? Quoi? C'est un fric. C'est quoi qui dit je suis un fric? Ça va. C'est un fric fumeur. C'est bon? Reviens la prochaine fois. Ouais. Tu peux revenir? Ouais, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Ce commerce, ça fait 10 ans qu'il tourne à plein régime. Certains clients sont des habitués. Ils viennent des 4 coins de l'Île-de-France pour s'approvisionner. Ouais, en fait, il y a pas mal d'histoires. Ça va. On parlait d'ici, tu vois tout le style. Voilà, tu mets ton poster. Des bébés. Des bébés. C'est un bis tel que si jamais il est gagné, en fait, ça fait écrouler une petite économie. Voilà. Alors Alexis, est-ce que c'est dans votre circonscription? Est-ce qu'il vous arrive d'y aller juste pour voir ce qui se passe, quoi? La cité de la capsulerie, tout ça est une réalité. Mais moi, je crois qu'au point où on en est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune sur deux de 18 ans a fumé du shit, je sais plus, il y a 7 millions, ou 5 ou 6, enfin, je veux dire, une grande majorité de gens a fumé du shit dans ce pays. Je pense qu'il est temps de légaliser et de dépénaliser. C'est-à-dire sortir tout ça de la clandestinité, avoir une vraie contrôle public de la qualité des produits, parce qu'il y a de la merde qui se vend et qui a des conséquences négatives. Aussi que l'État touche là-dessus une recette. Quand vous discutez avec la police, à Bagnolet, par exemple, voilà, vous voulez que je vous dise un truc, il n'y a même pas un commissariat de plein exercice. C'est la plaque tournante connue de tout ça, et il y a même des produits plus durs. Hein. Il n'y a même pas un commissariat de plein exercice. Vous avez un problème à Bagnolet la nuit, nous on a un problème, on doit appeler au Lila. D'accord? Donc il y a quand même une difficulté, vous voyez, de l'aspect ridicule, mais passons. Donc on aurait tout à gagner, il y a plus de 2 milliards d'euros qui pourraient revenir dans les caisses de l'État si on légalisait, on dépénalisait. Ça veut dire, alors ça fait rigoler parfois, mais que, y compris toute une série de gars qui font du business, je ne parle pas des gros bonnets, eh bien pourquoi pas demain, ils aient des boutiques dans lesquelles ils vendent comme des meilleurs Californie, produits. Voilà, oui. et qu'on contrôle le produit. Si on ne fait pas ça, on va se raconter des histoires. On va se raconter Mais est-ce que la France n'est pas trop prude pour arriver à ce système? Non, je crois pas. Une fois que j'ai dit ça, là encore, c'est le père de famille qui parle. C'est pas un produit anodin. Hein. Moi, j'ai une gamine. On a une gamine de 15 ans. T'as pas envie. C'est l'âge où le cerveau se forme. C'est pas des produits innocents. Mais je suis aussi originaire de Béziers dans le Sud. Ça picole à mort. Hein, dans lequel il y a une culture Ricard dans le Sud qui est acceptée. Donc je crois que le cannabis peut être un sujet dont on parle sérieusement, avec des campagnes de santé publique. Mais il est temps de dépénaliser, de légaliser ça, pour sortir de cette situation dans laquelle on est. Alors moi, je t'ai entendu avec grand intérêt. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand même, tu dois le reconnaître. D'ailleurs, je vois bien ton discours est un peu nuancé, parce qu'il y a un problème là-dedans. Moi, j'ai été confronté à ça familialement. C'est-à-dire que tu as des gosses qui deviennent perchés, psychotiques, etc. Oui. Et c'est très long à rattraper. Oui, mais c'est de pire en pire parce que les dosages de raison. THC qu'il y a Ils mettent de la aujourd'hui merde dans la bœuf skunk. correspondent à ce qu'il y avait dans la coke quand nous, on avait 15 ans. raison, Donc il y a des phénomènes d'addiction chez nos enfants aujourd'hui qui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Et s'il y avait un débit étatique de cela, il n'y aurait pas les dosages de THC dans la bœuf et dans le shit qu'il y a actuellement dans les rues de l'Île-de-France et de ce pays. Ça me permet de continuer dans mon discours. C'est-à-dire, moi, je pense qu'effectivement, libéralisation, effectivement, au point où c'en est, de toute façon, rien ne marche. En même temps, tu es obligé de continuer à avoir des contrôles policiers en permanence. Ouais. Enfin, ça serait bien qu'on explique aux gamins de quartier, en tout cas, qu'ils ne sont pas destinés qu'à vivre du shit, à leur dire simplement qu'ils sont en France, que le rêve leur est permis aussi, qu'ils peuvent avoir des super jobs demain, d'investir un petit peu dans cette jeunesse qui est complètement délaissée pour leur offrir une autre issue que juste de vivre, parce que c'est des familles, des immeubles entiers qui vivent du trafic de shit, de dire à nos jeunes qui arrivent, vous allez pouvoir vivre d'autres choses. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai pas envie qu'on parle de Bagnolet pour parler du shit, ça m'emmerde en vérité, parce que cette ville, elle est belle. Enfin, les gens... Non, mais c'est une réalité, il n'y a pas de langue de bois, je suis d'accord. Impressionnant. On est d'accord. Mais si on veut reconquérir, que la République, elle reconquiert ces terrains, il faut qu'on mette le
paquet sur le service public, sur l'école. Et moi, j'en veux à Blanquer qui fait des phrases, mais qu'en vérité, non, il donne pas un moyen. C'est bien, il est bon. Écoutez-moi, Fogg, Enfin, j'étais face au responsable du rectorat de Saint-Denis. Le gars, il intègre le fait que l'année prochaine, il y aura des diminutions d'effectifs parce qu'il intègre l'évitement de la carte scolaire. Ils se battent pas pour qu'il y ait des moyens, pour qu'on dise c'est un beau collège. C'est là qu'on se rend compte que vous n'avez jamais été au pouvoir. Je suis désolée, le gars, il vient d'arriver. Non, mais le type, il vient d'arriver. Comment voulez-vous qu'il change des... Je vous parle d'une réunion de 7 semaines. D'accord, mais qu'il change des choses aussi complexes. Ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps d'arriver, de s'installer, d'ouvrir les dossiers. Et c'est ça que les gens payent. On paye des impôts pour avoir des élus qui commencent des dossiers qui ne finissent jamais. Ils sont passés tout de suite derrière à d'autres qui recommencent, qui rechangent tout et qui bougent. Et nous, on paye. Et on paye. Est-ce qu'on est pour qu'à Bagnolet, il y ait un commissariat de plein exercice? Oui. Et c'est pas le cas. Moi, je me bats là-dessus. Est-ce qu'on est pour qu'à Bagnolet, le collège public, on mette des moyens supplémentaires pour pas que les gens se barrent dans le privé ou à Paris? Oui. Et c'est pas ce qui se passe. Bien, alors, d'accord. Bon, Monia, vous qui fumez des pétards toute la journée. Et le problème, c'est qu'elle se fait des trous de boulettes sur ses robes, c'est une galère. Non, mais le pire, c'est que j'ai jamais fumé un joint de ma vie. Et ma vraie question, c'est est-ce que vous consommez du cannabis? Non, alors, je vais pas du tout être démago, je ne fume pas. D'accord. Je vous jure que je fume. Vous m'avez montré une photo, des fois, cigare, exceptionnellement. Mais non, mais je ne fume pas de cannabis. Et c'est important. Vraiment, je le dis sans aucune démagogie. Je connais des tas de gens qui fument. C'est pas mais je ne obligatoire. fume pas. Et ça m'ennuie profondément. Et c'est des motifs d'engueulade quand notamment certains de mes enfants fument parce que je trouve ça dangereux et ça me tord le boyau. C'est pas un produit anodin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et là, j'aime pas quand on fait des blagues sur le fait que du shit. Non, c'est un mauvais pas aimé produit. non Il faut plus. pas fumer. Alexis, ça date de cette époque-là. Et on voit ce que ça a donné, hein. Et maintenant, on poursuit en zone libre. C'est la France d'en haut par France-Olivier Gisbert. Alors France, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, vient de retirer Charles Maurras de la liste des commémorations nationales. Alors, faut-il commémorer cet écrivain anti-républicain, pétainiste et antisémite? Pour en savoir plus, Simplet Reporter a emprunté la voie royale. On regarde. On m'appelle Simplet. Alors, ici, il y a quand même un gros malaise depuis que les Martiguais ont redécouvert que leur grand homme, leur gloire locale, Charles Maurras, avait été en fait collabo, antisémite, monarchiste. Enfin, on va pas dire du mal des monarchistes dans une émission de Thierry Radisson. Allez, on va aller voir maintenant à la mairie si on a le droit de visiter la maison et le jardin de Charles Maurras. Alors, cher monsieur, est-ce qu'on peut visiter juste, alors si la maison on peut pas y aller, parce qu'il paraît qu'il y a des travaux, est-ce qu'on peut regarder le jardin de Charles Maurras? D'accord. Bah, écoutez, je vais contacter ma responsable. On va voir. Bon, je connais la réponse. Hein. Très sympa, mais bon. Oui. Oui, je demande de s'entendre. Ah, c'est bon? Non, c'est pas bon. Nous, ce qu'on a dit hier, c'est que cette maison, elle avait rien, que c'était pas une musée, déjà. Oui. C'est 4 murs. Oui. Où a vécu Charles Maurras, c'est tout. Oui, oui, oui. Rien d'autre. Bon, j'ai donné rendez-vous à la sortie de la mairie à Luc Compin, qui est le porte-parole d'Action française pour la Provence. Il va nous parler de Charles Maurras, et puis peut-être qu'avec lui, on réussira à rentrer dans le jardin. Luc Compin? Exact. Enchanté, Eh ben, monsieur. Enchanté. Alors, il y a des tas de complications. C'est Oui, vous une êtes maison trompé- qu'on ne peut pas visiter, vous êtes trompé c'est un porte jardin close. qu'on peut avoir. Oui, c'est... C'est compliqué. Ouais. Très Pourquoi compliqué. c'est comme ça? On ne sait pas. La mairie est silencieuse. Elle donne des raisons un peu fallacieuses. Elle nous dit que la maison est en travaux. Effectivement, elle est en travaux. Mais on ne peut pas accéder non plus au jardin. Comment vous expliquez ça? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Charles Maurras, c'était quand même pas un type recommandable. Hein. Mais, il combattait l'anti-France, c'est-à-dire Ouais, il y a ça, composer effectivement. l'anti-France, composer des juifs, Des protestants, des francs-maçons, des métèques. Ouais, ouais, voilà, tout à c'est fait. ça. Ouais. C'est pas terrible, quoi, hein, franchement. Effectivement, à l'heure actuelle, si on ne prend pas de nuances et qu'on n'explique pas ça par l'époque, et voilà, si on ne contextualise pas, on ne peut pas comprendre. Et puis, effectivement, il y a eu des excès.
Aujourd'hui, l'Action française le reconnaît. Mais en dehors de ça, il faut aussi constater que c'est un personnage de l'histoire de France qui a eu une influence considérable et qu'à ce titre, on peut visiter sa maison comme on peut visiter la maison de tel autre penseur. La maison de Maurras. Le cœur de Maurras est ici, dans ce petit monument, cette pierre que vous voyez rectangulaire. Son corps est à Roquevert, dans le tombeau familial, le caveau familial, mais il a voulu que son cœur demeure ici. Pourquoi? symboliser, parce qu'il adorait cette maison. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cette maison? Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que la maison de Maurras soit inscrite au réseau des maisons des illustres, au même titre que la maison de Victor Hugo, celle de Chateaubriand, de tout. Celle de Voltaire aussi, hein, il a publié des écrits antisémites. Faut bien Il dire. était antisémite, il était raciste, il détestait l'islam, il détestait les femmes, le peuple. Voltaire est profondément intolérant, anti-humaniste. Hein, Alors, justement, il serait peut-être temps qu'en France, on regarde notre passé en face avec ses ombres et ses lumières. Bon, visiblement, ce n'est pas la politique de la mairie de Martigues. Alors, je lui propose de mettre ici, pour qu'on ne la voit plus, un grand drap noir au-dessus de la maison de Maurras. Voilà, ça leur ira bien. Et voilà. Alors, Céline Maurras, Rebatté, que faut-il faire des infréquentables de la littérature? C'est la question du débat qui va vous opposer, Franz, à Alexis Corbière. Bon. Alors, là, je suis très en colère. Je suis désolé, ça ne va pas être joué, parce que je trouve qu'on rentre dans un monde de dingue, d'ordre moral, d'ordre politiquement correct, comme ça. C'est vrai, quand on compare aux États-Unis avec le premier amendement, où finalement, on a beaucoup de liberté, là, brusquement, tout le monde se lève. Par exemple, Céline, la folie totale. Brusquement, il ne faut pas publier ses œuvres antisémites. Enfin, œuvres, j'appelle ça comme ça. Moi, j'adore Céline. Mort Crédit, Voyage au bout de la nuit. Ses écrits antisémites, c'est absolument de la merde. Et les gens qui aiment Céline ont le droit de les lire pour comprendre qui est cet homme. Et d'ailleurs, ça dégoûte un peu. Donc, pourquoi les Français n'auraient pas le droit de savoir? Parce qu'ils sont cons. Pourquoi les infantilise-t-on? Et au fond, il y a Tocqueville qui nous avait averti il y a très longtemps qu'on allait vers une sorte de tyrannie douce. C'est pas une tyrannie policière, c'est une tyrannie douce. On n'a pas le droit de lire ça, on n'a pas le droit de lire ça. Mais non, Maurras. Alors Maurras, c'est autre chose. Parce qu'évidemment, on fait semblant de confondre commémoration et célébration. On ne célèbre pas Maurras. Maurras était un antisémite, était un pétainiste. Attends, pas Collabo, parce qu'il aimait très anti-allemand. Les Allemands. Ah bah oui. Très anti-allemand. Oui. Mais c'est un antisémite. C'est un personnage, c'est un salaud, d'une certaine manière. Bon. Mais c'est un personnage considérable dans l'histoire de France. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire avec Rousseau, par exemple, hein? T'adores Rousseau, forcément, t'es à la France insoumise. Rousseau, c'est un gros enfoiré, quand même, qui a abandonné 5 de ses enfants. 5 enfants, hein? Et parce que sa femme était une blanchisseuse, et il disait, il n'est pas capable d'élever mes enfants. Évidemment, il préférait l'avoir à la maison pour faire la cuisine, faire son linge, etc. Bon. Voltaire, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire antisémite, etc. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les interdire? Alexis Corbière. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à ce qu'une grande maison d'édition comme Gallimard réédite des textes que Céline lui-même, avant sa mort, disait qu'il ne voulait pas les voir réédités. Avec tout un appareil critique. Et que jusqu'à présent, la veuve de Céline, elle est toujours vivante. Ouais. Elle a 105 ans, oui. avait dit qu'elle ne Lucette. voulait pas voir réédité, et au moins on pourrait respecter la parole de Céline lui-même à ce que je parle. Des beaux draps, bagatelle pour un massacre, et j'oublie L'école des cadavres. Et l'école des Mais attends, cadavres. on va les commander tout de qui suite sur sont- Internet. Non mais on peut les trouver. Et franchement, ça prend 5 minutes chez un éditeur, chez un bouquiniste parisien, je les connais, je connais les bouquinistes d'extrême droite, j'ai déjà acheté ce genre de bouquin, donc c'est pas interdit. Mais que Gallimard les réédite aujourd'hui, les rediffuse plus largement, là j'ai dit pas d'accord. Et on en vient à Maurras. J'aimerais dire un mot sur Maurras. De quoi parlons-nous? Qu'on lise du Maurras, lisons du Maurras, j'ai pas de problème. Mais par contre, la République ne doit pas, selon moi, commémorer les ennemis de la République. Et je vais vous prendre là où je suis pas d'accord. Non, mais attends, là- attends, parce que on parle de choses sérieuses. Bah oui, je sais. Oui, ça, j'ai amené l'Action française. Le 2 janvier 1944, nous répétons qu'il doit y avoir à Toulouse comme à Grenoble des têtes de communistes et de gaullistes connus. Ne peuvent-elles pas tomber? Point d'interrogation. L'important est de trier, de juger, de condamner, Mais d'exécuter. ça, c'est de- D'accord? c'est 44, Action française de 44, c'est ça. les menaces juives. Il faut une contre-terreur contre les juifs et en finir avec les ordures, les hordes juives. Bref, cet homme a appelé au meurtre. Et je dis, et je vais peut-être là, je termine là-dessus, je vois bien qu'il y a une mode aujourd'hui qui consiste à dire l'antisémitisme des banlieues, celui-là, alors vraiment, Bah oui, on va oui, le traquer, ouais, bah à oui. juste raison. Madame Par Obono. contre, l'antisémitisme mondain, formidable. Monsieur Hardisson, vous n'invitez plus, et vous l'avez fait à une époque, parce que le personnage a évolué, un mec comme Soral.
à bon droit, vous considérez... Ni Soral, ni Dieudonné. Voilà, et je vous approuve. Vous considérez que votre responsabilité, à vous, c'est de dire, vous n'êtes pas pour l'interdire qu'il soit mis en prison, mais vous ne l'inviterez pas. Et un grand éditeur, c'est comme vous. Un grand éditeur, il doit dire à un moment donné, ça, c'est la marge. C'est une bonne conclusion. Voilà. Et donc, moi, je te dis, Maurras, je ne suis pas pour l'interdire, mais ne le commémorez pas. Céline, je ne suis pas pour interdire ces textes antisémites, mais ne les rééditez pas, c'est ça que je dis. Alexis Corbière, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ne rentre pas trop tard, Raquel, parce que nous, on a encore un petit peu à faire. Et il est l'heure de changer de disque. On continue en musique avec le blind test de l'actu. Michael Jackson, Beat It. Vous connaissez le principe. Musique. Le procès de Salah Abdeslam à Bruxelles. Natacha Polony. Hop, un point déjà. Hop, en commençant. Musique. Ah bah Macron à Bastia. Macron à Bastia. Je pense quand même que cet homme, Tom Villa, effectivement... Patrick Fiori. Ça nous oblige à écouter le Patrick Fiori. Je dois dire. Tu dis ça parce qu'il est arménien. Il est très bien. Non, il est arménien, il est marseillais, il est corse, on touche pas à Patrick. Musique. Let it snow, let it snow. Ah, la neige, évidemment, oui. C'est tellement facile. C'était pas évident aussi, hein. C'était pas évident. T'as vu le jeu Snow, la neige à Paris? Bah ouais, c'est chelou ça. Attends. Ouais, Monia, mais on va faire écouter à Goldnagel un petit peu du deuxième indice que ça le... Voilà. Tombe Adamo. J'aurais pas trouvé. Ah, Si, je j'adore, dansais quand j'avais j'adore. 4 ans. Bien sûr. Je Ah, frottais le slow, dans les slows, c'est l'époque des slows. Ah, tu frottais. Ah oui, c'était une bonne époque, le slow. Oh là là. Oh là là. Tu frottais pas un si slow mal. avec Oui, on regarde Alexis, oh la belle tête de cocu. L'Allemagne. L'accord de coalition en Allemagne. Ça, c'est subtil. C'est un film italien, ça. C'est par rapport à la scène. C'est Tatine, il y avait. C'est un film français. Hulot, Nicolas Hulot Voilà. et les renards. C'est les vacances de Monsieur Hulot. Mais oui, Romer. Bien sûr, je savais que c'était Tati, le pauvre. C'est Jacques Tati, le fils de Jacques Tati. Jacques Tati, voilà. Ah là 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 là. Nicolas je Hulot, me pardonnerai accusé jamais évidemment de harcèlement sexuel. Bravo. Bien sûr. Bravo, Natacha. Voilà. Attention, musique. This is ground Elon Musk. control. SpaceX. Elon Musk. You've really made the grade. C'est Elon Musk qui a lancé sa Moi, je dis fusée n'importe quoi Falcon depuis- Et Heavy. qui a marché, Et contrairement qui a à marché. tout le monde Et a qui a amené lancé. la musique Elle a là-bas. marché. Il l'a prise, cette Il a musique-là. pris cette musique, il a mis sa caisse dans la fusée. Oh, il manque la bagnole ici au milieu. Ouais, c'est un génie. Attention, musique. Open Gangnam Style. C'est la Corée du Nord. Les Jeux Olympiques Oui, bien sûr. en Corée du Sud. Musique. Le guide Michelin. T'es doué à ce jeu, hein. Ah, j'adore. Bah, elle est dans la J'ai bien restauration. mangé, plus j'ai ou moins, bien hein. bu. Qui a gagné, Tellement Steph? d'accord. Allez, Égalité, répondre de temps en allez, une temps. petite dernière. Natacha, Monia et Tom. Super Nulle banco. aujourd'hui. Super bon. Allez, super. C'est Coco, là. Allez, viens. J'aime bien le morceau. Allez, Gilles, on y va. Hop, attention. Musique. France Gall. Les victoires de la musique. Les Ouais, Boys. ouais, François-Olivier Gisbert. Et 33e victoire de la musique. Et c'est Franck-Olivier Gisbert qui gagne. Bravo. Bravo, France. Je suis pas tellement d'accord, hein. Et voilà.
Animé Vous par m'avez Daphné jamais dit qu'il y avait Burki. les 33e cérémonies. Eh oui, il faut le savoir. Ben, si on me dit rien, Mais C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 Et jours. maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Passion. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bonjour. Allez, on commence avec le président Macron, le copain de Rihanna, notre jeune héros. Alors, il n'a pas arrêté de voyager, il bouge plus qu'un chihuahua qui serait introduit la truffe dans une prise. Il est d'abord allé en Tunisie il y a quelques jours, où il a parlé devant 2 vieux en train de pioncer et une dame qui regardait sa manucure. Brigitte, qui a une grande expertise capillaire, puisqu'elle a un casque en cheveux. L'automne, quand elle est en forêt, les gens la prennent pour un cep et tentent de l'accueillir. A observé les racines des gosses. Elle les a redirigées vers le salon Jean-Louis David, le plus proche, bien sûr. Macron a enfilé une chéchia, le couvre-chef traditionnel que mettent sur place, 1, les vieux qui sont restés bloqués il y a 100 ans niveau look, 2, les touristes allemands bourrés, pléonasme. Macron, c'est les Dupont dans Tintin, quoi. C'est le seul qui, à Lima, au Pérou, dans le quartier des affaires, jouerait El Condor Passa à la flûte de Pan en poncho en pensant se fondre dans la masse. Il a aussi salué des jeunes occupés à remplir leur rôle de jeunes, c'est-à-dire ne rien branler en fumant une chicha en attendant que la flemme s'en aille. Puis, il s'est rendu au Sénégal, où l'a accueilli Macky Sall, le président à qui il a donné la main. Réflexe de la petite école, où il était encore jusqu'à il y a 2 ans. Il a demandé après si c'était ou non l'heure de la cantine. Alors Macky Sall, pétrifié, s'est dit zut, si j'avais prévu que c'était une soirée couple, je me serais épilé ou j'aurais mis du rosé au frais, bien sûr. Enfin, Macron a croisé Rihanna, la chanteuse désirable, et il l'a agrippée comme un skieur la barre du tire-fesse. Subjuguée, même quand Mesmer hypnotise Karine Ferry en lui disant « Maintenant, Loulou, tu vas lire un livre », elle fait pas cette tête. Un quart d'heure plus tard, il était toujours sur elle. C'est le seul mec à avoir l'existence d'une ventouse pour déboucher l'évier de la cuisine. Puis, 2 jours plus tard, il a fini par se détacher. Il a fallu le gratter au couteau à huître. Et donc, il est parti en Corse, l'île où si vous vous baladez avec une plaque 75 et que vous demandez votre chemin, des types vous disent « c'est par là, mon gars », en indiquant la jetée du port, où il n'y a pas de barrière. Avec Gérard Collomb, le brontosaure d'En Marche, il a serré des paluches, tout en faisant suer la gueuse. Parce que, écoutez ce que disaient les femmes. Il est beau et brillant. La dernière fois qu'on a dit ça en Corse, c'est pour un poulpe de 25 kilos que des pêcheurs venaient de sortir. Le poulpe, c'est cette bête qui se serait moins accrochée que lui à Rihanna, bien sûr. Alors, pendant que Macron éclatait la planète avec un bilan carbone équivalent à celui de 20 000 vaches qui flatulent, qu'a fait son équipe ? Alors, Christophe Castaner a travaillé pour La République En Marche, c'est-à-dire qu'il a fait des selfies. Sauf qu'on aurait dit un spot de pub pour un déodorant à billes. 48 heures chrono effet Castaner à la fragrance de centriste. Et on se demande, mais où est donc la main droite de ce jeune type ? N'aurait-il pas pris Castaner pour Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock ? Alors, réponse, non. Le monsieur lui tripotait. Voilà, le monsieur lui tripotait juste le début de bouée. C'est comme l'Aqua Boulevard quand on y va à l'ouverture à 8h, mais avec des chemises. Alors, à En Marche, ils peuvent faire des selfies tout en se prenant en photo par devant et par derrière. Si on utilisait toujours de la pellicule, rien qu'avec Castaner, Kodak ferait la moitié de son chiffre. Édouard Philippe a fait une réunion avec Nicolas Hulot, qui depuis que l'autre a laissé tomber le projet d'aéroport de Nantes est très amoureux de lui. La dernière personne qui a regardé Philippe comme ça, celui-ci lui a fait 3 enfants, il s'agit de sa femme. Bruno Le Maire, lui, a mis ses bottes neuves et est allé en Seine-Maritime, la Venise du Nord-Ouest, puis a visité la cave d'un habitant sinistré, un endroit humide et sombre. Il avait déjà une tête d'assureur, maintenant il en a le quotidien. Ensuite, le maire a parlé avec Stéphane Travert, un ministre de l'Agriculture, derrière lui, qui ne bougeait plus. On a cru qu'il était mort. Heureusement, il s'est tiré sur le doigt, signe de vie. Donc, on a envoyé un texto à Roch Éclair pour annuler la commande, bien sûr.
Quant à Brune Poirson, un secrétaire d'État, alors elle a marché au-dessus de l'eau. Hein, cette dame, c'est Jésus en mieux sapé, quoi. Que d'eau. Dire qu'on disait que la flotte, mais c'était la faute de Hollande, quoi. Mais depuis qu'il est parti, c'est pire. Hein, en plus, il a neigé, les naufragés de la route, etc. Pardon, monsieur Hollande. Même ça, c'était pas vous. Allez, un tour à droite. Avec Christian Estrosi, qui a croisé à la piscine la nageuse Charlotte Bonnet, la seule qui porte le nom de ce qu'elle a sur la tête. Hein, c'est comme si Polnareff s'appelait Grosse Touffe. Marine Le Pen, elle, s'est fait happer par une fan qui l'a collée. Hein, elle a ensuite appelé Rihanna pour partager son expérience. Rihanna lui a dit « J'ai encore sur le bras la trace de la main de Macron ». Elles ont pleuré ensemble. Éric Ciotti a posé la première pierre d'un gymnase, une pierre transparente. Pas con, hein, comme ça, si par hasard c'est le mur des vestiaires, dans 6 mois il revient mater. Enfin, François Bayrou, le paysan solitaire, a fait une réunion du Modem avec que des seniors, hein, parce que le orange, couleur du Modem, c'est la seule qui voit encore sans lunettes. Hein, on se serait tellement cru sur la croisière achetante que des gens demandaient à Bayrou à quelle heure passait Michel Thor. Partons donc à gauche. Avec François Hollande, notre ex, hein, qui a accompagné Julie Gaillet à Brive pour promouvoir un film. Et il doit être frileux, hein, c'est ça les vieux, parce qu'il est venu avec 10 couches de fringues, dont une doudoune en sous-veste, alors que Julie à côté avait juste un petit haut, hein, donc il devait faire 12. Mais là, il pouvait plus bouger. Hein. Si Hollande était tombé sur le dos, il n'aurait pas pu se relever, enfin, comme une tortue. Alors, il a croisé ses 2 dernières fans, hein, des antiquaires qui collectionnent les trucs du passé, et qui ont fait une photo. Alors, c'est l'ancêtre du selfie. Hein. Il fallait quelqu'un d'autre pour la faire. Hein, c'était comme le mari par rapport au sextoy d'aujourd'hui. Anne Hidalgo, maire de Paris, un Zohara visité par des Chinois, est passée dans un centre d'hébergement. Alors elle a dit bonjour à quelqu'un en parlant à quelqu'un d'autre. Hein. C'est un couteau suisse, elle peut faire 10 trucs en même temps. Là on le voit pas, mais avec son pied gauche, elle est en train de servir un café à une 3e personne. Alexis Corbière, votre invité de tout à l'heure de la France Insoumise, vous en avez parlé, manifesté dans un magasin Carrefour. Hein, il était beau, calme et charismatique au milieu de la foule. À regarder au loin, il devait être en train de chercher les promos sur le Nutella. C'est l'Alain Delon des galeries commerciales. La galerie entière était en érection. Hein, dans la vitrine du magasin Bataille, il y avait des pointures 38. Après son passage, elle taillait tout en 44. Il a aussi parlé à l'Assemblée nationale, au-dessus d'un marbre représentant une jeune en train de fumer la chicha. Hein, devant tout, 5 pleu-pleu. Hein, L'Assemblée, c'est une grande pièce vide. Hein, on pourrait y héberger des SDF, à qui Hidalgo tendrait ses 2 mains et ses 2 pieds tout en touillant une soupe chaude avec son nez. Corbière, qui techniquement parle donc tout seul, devrait être interné sous peu. Allez, un petit peu d'international. Avec Theresa May, l'anglaise esseulée, qui est allée en Chine et qu'on a collée sur une estrade à côté du Premier ministre chinois, comme dans l'épreuve des poteaux sur Koh-Lanta, mais sans Denis Brognard en train de prendre son chèque. Puis, elle a croisé des dragons, ces monstres qui, en Chine, font peur aux enfants. L'équivalent chez nous de Martine Aubry et Alain Juppé, mais avec un meilleur look. Et puis alors, en Italie, surprise, c'est le retour de Silvio Berlusconi. Et c'est un homme neuf, au sens littéral du terme, parce qu'on lui a tout changé. Hein, il a 81 ans, donc veut se relancer en politique, et donc a tout refait. La tête, les cheveux, les dents, les oreilles. Hein, on a plus tiré dessus que sur une corde à nœud dans une fête basque. Hein, il n'y a que l'intérieur, en fait, qu'on n'a pas touché. Hein, c'est du tuning. Le dimanche matin, il tourne sur le parking du Bricorama de Valenciennes, au milieu des 306. Enfin, mes terriens de la semaine, eh bien, ce sont les sans-abri qui ont tant souffert du froid cette semaine, qui sont à la rue et qui pourtant sont exactement comme nous. Ils ont les mêmes repères. C'est-à-dire que quand Édouard Philippe vient les voir lors d'une maraude, eux non plus ne savent pas qui c'est. Voilà, ils lui ont demandé « Vous êtes qui ?» Alors même lui n'a pas su répondre. Salut les terriens! Bravo! C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. On va passer au winner de l'actu. La semaine dernière, c'est Raquel Garrido qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge
cette semaine, c'est le winner de l'actu. Alors attention, quel rêve a réalisé Martina Adam, cette Allemande de 29 ans? Très distingué. Elle a épousé son cochon d'Inde. Elle est devenue noire. Elle a eu le droit d'appeler son fils Adolphe, où elle a joué au ping-pong avec Angela Merkel. Elle a épousé son cochon d'Inde. Non. On m'appelle Simplet. Elle a joué au ping-pong avec Angela Merkel. Non, bon, non, bah, elle a eu à appeler son fils Adolphe. Elle est devenue noire. Oui. Ah ouais? Elle est devenue noire. Et comment elle a fait? Elle a subi des injections de mélanine pour changer la couleur de sa peau, plus un complément pour bronzer. Voilà. Et Mais donc, le problème, elle est- c'est pas vraiment la couleur chez elle. Et c'est le pull. Qu'est-ce qu'il est moche. Ils ce sont pull. pas vrais, les femmes. Grâce à si. quoi Elle est immonde. Jemina Packington, une Britannique de 61 ans, est-elle parvenue à prédire le Brexit, l'élection de Theresa May et la victoire d'Andy Murray à Wimbledon? En lisant dans les feuilles de thé, en lançant des asperges, grâce à des flashs qu'elle a pendant ses orgasmes, ou en observant des entrailles de lapin. On m'appelle Simplet. En observant les entrailles de lapin. Non. Ah merde, c'est en lisant les feuilles. Mais tais-toi, Bah oui. En lançant des asperges. Oui. En lançant les asperges. En lançant On a la des preuve en Attention, image. j'espère, c'est marrant. Oh, it's noisy. Now that is really a very, very, very good cross section. Oh. But I have to say that if we look at that and we see a letter T there, Do we? En lançant des c'est asperges. pas du tout la chose. Non, mais c'est complètement. Moi, j'y crois. Que vient-on de découvrir concernant Thomas Thévenoud? Il a oublié de payer le traiteur de son mariage en 2006. Il a entamé une psychanalyse pour gérer sa phobie administrative. Il a demandé à Emmanuel Macron un poste au gouvernement où il a déposé phobie administrative à l'INPI. Il a déposé la marque phobie Ouais. administrative à l'INPI. Ouais. Gros malin. C'est incroyable quand même. Il y a une mégalomanie derrière tout ça, quoi. Tu peux réparer ça, s'il te plaît? Ah, il perd pas le nord, ce Mais putain. non, mais c'est dingue. Et ça fait quoi de pas avoir eu l'idée, Thierry? J'ai tout déposé encore plus qu'avant. C'est ça. Alors ça, c'est Légèrement. une question facile. Quelle nouvelle donnée va être intégrée pour calculer le PIB de la France? Les produits soldés, la prostitution, la vente des articles de souvenirs à la sauvette ou le trafic de drogue? Non. Le trafic de drogue? Ouais. Mais comment ils vont faire? C'est dingue, hein. Comment ils vont l'évaluer? N'importe quoi. Ça, Bah, comment ils vont- c'est l'INSEE qui s'en occupe. Ouais, hein. mon Bah, n'importe quoi. Quelle est la spécialité de cette mamie? Elle fait du slam, elle a 86 petits-enfants, elle est championne du monde de belote, où elle a été arrêtée pour trafic de drogue à Marseille. Les raquettes du samedi. Allez, bonne chance. Elle fait du slam. Oui. Elle fait du slam. Ah ouais, ça, faut aller Regarde, voir. regarde. Je suis foutu, je le sais bien, mais je m'en fous. J'ai aucun lien. Je suis un paumé et un salaud. Je finirai sur l'échafaud. Pas mal. Qui remporte l'ours rouge cette semaine? Mais c'était Super Banco, c'est moi. Égalité, Super Banco. Vas-y, Tu te concentre. souviens pas le dimanche soir sur TF1? Ah si, bien sûr. Attends, le film du dimanche soir. Attention, donc Allez. c'est le Super Banco. Allez, Celui ou allez. celle qui va répondre à cette question, évidemment, aura l'ours rouge. Quelle sculpture de neige a pris place sur un rond-point de la ville du Mans cette semaine? Un gigantesque pot de rillettes, les bustes d'Emmanuel et Brigitte Macron, un pénis géant ou une famille d'ours qui se font des petits câlins. Un pénis géant. Pénis géant, ça va.
C'est logique, ils sont bien informés. Le hold-up. Du monde. Voilà. Je vois pas en quoi il est géant. Hein. Bravo Tom. Mais j'ai gagné sur une bite. Voilà, c'était Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon, à samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.